Bonsoir à tous, bonsoir chers auditeurs. Paris a assuré sa première place en allant chercher le nul à Madrid lors de la 5e journée de la phase de poule de Ligue des Champions. Mais au-delà de ce résultat positif, la performance parisienne a fait voler en éclats les quelques certitudes qu'avait affichées le PSG ces dernières semaines. Comment et pourquoi, nous allons revenir en détail tout de suite là-dessus. À mes côtés, Kata et Drayas, bonsoir à vous deux. Bonsoir à tous. Eh ben, on y va direct. Le match, donc, de partout. Un résultat un peu miraculeux. On va revenir sur la performance. J'emploie le terme naufrage. Est-ce que pour vous, c'est un bon terme, Drayas? Bah, ouais, moi c'est un truc un peu préparé et comme je l'ai pas écrit, je risque pas réussir à le sortir. Mais je trouve qu'une bonne manière de résumer le match, c'est si tu regardes objectivement, t'es Paris, t'as 12 points avant le match. Tu fais match nul à l'arrivée, t'as assuré ta première place, t'as mis le Real Madrid super loin. Si t'es supporter du Real, c'est c'est un peu qui tout double. Le fait de mettre un point, t'es même pas encore assuré de la qualification à 100%. Donc, tu as toutes les raisons d'être inquiet au sortir du match si tu es supporter du Real et toutes les raisons d'être pleinement satisfait si tu es supporter de Paris. Et après avoir vu le match, je pense que les supporters du Real sont très contents et les supporters de Paris sont très tristes. Ils sont qualifiés, vraiment. Pas à 100%, je crois. Si. C'est sûr? Ouais, ça leur fait 7 points. Bruges en a 3 non plus. Ah, ok, d'accord. Kata, est-ce que pour toi, c'était un naufrage? Oui, c'était un naufrage. Parce que je crois qu'on a subi 27 frappes. Ouais. Navas fait 10 arrêts. Donc, c'est du jamais vu. On s'est fait dominer de la tête et des épaules par cette équipe de Madrid. Et ce qui laisse peu d'espoir, c'est qu'on fait, on avait mis la compo type avec le projet de jeu type en 4-3-3. Et en fait, on se rend compte que faire, quoi, parce qu'on a notre plan A qui vient de voler en éclats et on est presque en décembre. Donc là, comment remonter la pente, On est passé en plan B au milieu du match et ça n'a pas apporté de solution cohérente et de réponse satisfaisante par rapport au pressing du Real. Ouais. On a fait Après, je pense que c'était pas le vrai plan B. Je pense que le plan B peut être peaufiné parce que là, on a vu que on était un peu trop coupé en deux, que Neymar n'était pas en parfaite forme physique. Que peut-être autour de ce 4-4-2 là, on a quand même quelques certitudes par rapport à l'année dernière et on peut un peu le peaufiner. Donc je pense que ça enterre pas vraiment le 4-4-2 comme option, mais c'est sûr que le 4-3-3, il en a pris un sacré coup là. Il y a un truc qui m'inquiète dans ce que tu dis, c'est que tu vois, tu es en train de dire, oui, on a Neymar qui n'était pas en pleine forme, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout à coup, tu vas te retrouver avec deux offensifs qui seront en pleine forme et tu n'apporteras rien, mais tu pourras mieux te reposer sur des exploits individuels. En gros, ça va être ça le plan B. Parce qu'en soi, là, la faillite, oui, les attaquants n'ont pas été au niveau, les attaquants ont été devant, tout ce que tu veux, mais la faillite, elle est collective avant. Elle est collective avant d'envisager une ligne, avant d'envisager un rôle. Et, euh, et oui, c'est vrai que si tu as un Neymar qui est au meilleur de sa forme, eh ben, il arrive à trouver des espaces, ça fait reculer un peu l'équipe adverse. Mais quand bien même, il y a un moment où collectivement, tu dois être capable de proposer autre chose, voire même, j'irais jusqu'à dire, qu'à un moment où collectivement, tu dois être capable de proposer quelque chose. On s'est emballé sur les matchs de Paris il y a quelques temps, mais ce qu'on peut constater, c'est à chaque fois, c'était contre des équipes qui étaient malades. On peut parler de la première confrontation contre le Real. Le Real offrait une organisation qui était vraiment défaillante, avec une distance entre la ligne défensive et la ligne du milieu qui était hallucinante. Et on a réussi à faire un peu de contre-pressing, à être intéressant. Mais en fait, on a été intéressant que face à des équipes malades. Une fois qu'une équipe est capable de proposer un pressing cohérent sans offrir de trous, on n'existe pas, on est incapable de trouver des solutions. Et là, tu viens de le dire, oui, bah ouais, le projet B, ça va être grosso merdo d'avoir des attaquants qui seront en forme, et de réussir à créer quelque chose. Mais c'est pas un projet qui est viable, c'est pas un projet qui peut te mener à long terme. Et dès que tu vas rencontrer une adversité qui sera cohérente, même avec ça, tu pourras rien faire en fait. Et c'est ça le problème, c'est qu'il y a un moment où le plan B, ça peut pas être d'avoir le retour de forme d'un tel ou un tel. Le plan B, c'est d'avoir un projet collectif qui soit cohérent. Et on en est très loin. Est-ce qu'on a progressé depuis United? Depuis United, le match aller était bien. Le match retour, c'est des défaillances. À la limite, le match retour de United, c'est des défaillances mentales. C'est notre déficit mental. Mais ce qui est nouveau cette année, c'est notre déficit tactique. C'est quelque chose qui est très nouveau. On n'avait pas été aussi mauvais tactiquement depuis QSI, j'ai l'impression.
Donc là, pour moi, on est au plus bas. On n'avait jamais fait aussi mal. Kata, les problèmes tactiques dans ce match, pour toi, c'était lesquels? Ils doivent être nombreux. Quels ont été les principaux problèmes? Tout, il n'y avait rien, quoi. Déjà, dès le projet de jeu, n'était pas clair, c'est-à-dire que, en fait, on a une équipe de Madrid qui fait tourner la balle et nous, on propose aucun pressing. Alors que Gay, il est un peu là pour ça, en fait, parce que quand tu le positionnes en tant que 8, tu veux t'en servir pour faire des récupérations hautes, et là, je comprends pas trop. En fait, il n'y a rien qui a été, quoi, parce que nos sorties de balles, si on avait voulu jouer en contre, nos sorties de balles, elles étaient faibles, et si on avait voulu jouer le pressing, on n'a pas pressé. Donc, après, peut-être que le plan de jeu, c'était que laisser Madrid tirer et que Navas arrête tout, mais ça fait un peu léger comme projet. Le plan de jeu, c'est Navas, c'est ce que tu es en train de me dire. Et je sais pas, mais en tout cas, Tuchel a rien proposé tactiquement sur ce match. Allez, si, on s'est quand même réveillé un peu, mais bon, on peut pas dire vraiment que nos buts viennent d'une domination tactique. Non, il y a un peu moins de n'importe quoi en deuxième mi-temps, et surtout avec l'entrée. Si, c'était du n'importe quoi, parce que quand tu vois qu'il y a 4 joueurs qui reviennent pas, c'est du n'importe quoi. Oui, mais par rapport à la première mi-temps, tu avais vraiment l'impression de voir des juniors sur un terrain avec des. Enfin, tu sais, sparring partner, c'est un match de boxe, un poids lourd qui s'entraîne, ils prennent un sparring partner et ils sont trompés. Le mec qui revient en sparring partner, c'est un mec de 16 ans qui pèse 25 kilos, quoi. C'était un petit peu ça. Mais ça encore que tu subisses en première mi-temps, c'est gênant, mais après, ce qu'on a vu en deuxième mi-temps, c'était ni fait ni à faire, quoi. C'est vrai, mais c'était moins pire que la première. Moi, j'ai trouvé que c'était moins cohérent tactiquement. C'était n'importe quoi. Il y avait plus d'équipe, quoi. Toi, Seb, comment t'expliques ces trous abyssaux entre nos lignes? C'est quoi le problème? C'est chaque problème dans ce le problème, c'est que tu posais la question sur quels sont les déficits tactiques. La question qui se pose au sortir de ce match, c'est y avait-il un plan tactique? Alors après, il y avait peut-être un plan tactique, mais dans ce cas-là, qui dans l'équipe a ne serait-ce que essayé d'interpréter le plan tactique? Il y avait peut-être, à la limite, on pourrait peut-être nommer Marquis, qui au début essayait de colmater des brèches, mais à l'arrivée, il avait plus l'impression de voir un poulet sans tête qui courait partout parce qu'il ne pouvait rien faire à lui tout seul. Et tu avais des absences notables dans l'attitude, dans la capacité technique. Donc, c'est très difficile de livrer une analyse sur les problématiques tactiques parce que la tactique était tellement pas apparente que tu peux pas en tirer de conclusion. Et je voulais juste dire par rapport à ça, c'est que oui, pour rebondir par rapport à ce que tu disais, Kata, c'est bien, avec Tourelle, on est passé du projet du FC Neymar au FC Navas. J'ai une petite question. Quel est le plan de jeu mis à part le contre-pressing? Et est-ce que le contre-pressing est possible avec des joueurs comme Mbappé ou des attaquants qui ne font pas forcément de gros replis? Sur le papier, non, c'est pas possible. Après, c'était quoi la première fois? Est-ce qu'il y a un autre plan que ça? À l'heure actuelle, non, on a l'impression que Tourelle n'a juste aucune idée. Il y avait sa grande trouvaille qui était Marquinhos au milieu et qui s'avère être catastrophique à partir du moment où d'autres ne sont pas au niveau non plus. Non, il y avait juste zéro plan de jeu. C'était quoi le plan de jeu? Il n'y en avait pas, quoi. Il n'y en avait pas. Essayer de faire ce qu'on a fait. Pas forcément sur ce match, sur le globalement, est-ce qu'on a un autre projet de jeu que le contre-pressing? Moi, j'y crois pas et je crois pas qu'on ait un effectif. Je crois pas qu'on a un coach qui a l'imaginaire nécessaire pour utiliser cet effectif pour proposer autre chose. Kata? Non, mais moi, je pense que le coach, il a quand même des ressources. Après, j'ai l'impression que l'équipe, elle travaille pas assez tactiquement, quoi. On sent que les joueurs... en fait, Tuchel, il a des idées, ça, j'en doute pas. Il travaille. Par contre, j'ai l'impression qu'il fait pas travailler les joueurs. C'est-à-dire que tu as l'impression qu'en fait, les joueurs, ils progressent pas vraiment, en fait, avec ce coach-là. Et ça me gêne un peu, parce que, en fait, avec Tuchel, on l'avait dit dans les podcasts précédents, on a l'impression de tout ou rien. C'est-à-dire quand l'équipe est bien mentalement, physiquement, tout suit, la technique, on a l'impression qu'on a une équipe qui a un plan de jeu tactique bien maîtrisé. Et en fait, dès qu'on a une petite poussière dans ça, en fait, tout vole en éclats. Donc, c'est-à-dire que les bases, elles sont pas bien construites, quoi. Mais je suis pas. Et ça, c'est le travail du coach, quoi. Donc, c'est embêtant, quoi.
Je suis pas d'accord avec toi, c'est pas du tout tout rien. Si l'équipe adverse. Alors, c'est vrai que sur les quelques matchs récemment, même face à des équipes faibles, on est incapable de faire quoi que ce soit. Mais au-delà de ça, c'est pas tout ou rien, parce que même à notre meilleur, enfin, je pense que le match aller qu'on fait contre le Real s'explique par le Real, il s'explique pas par nous. Je pense qu'au match aller, on a le Real du même niveau que ce soir. On est peut-être un peu moins ridicule, mais on reste fondamentalement ridicule. Donc c'est pas tout ou rien. Ça passe à peu près ou rien. Mais ça passe à peu près parce que l'équipe adverse offre suffisamment de défaillances et suffisamment de défauts exploitables pour qu'on puisse faire quelque chose. Moi, depuis Liverpool l'année dernière, depuis le match retour au parc Liverpool l'année dernière, je n'ai pas vu un match vraiment cohérent et un match sur lequel tu te dis tiens, on peut s'y appuyer dessus, on peut construire là-dessus. Depuis, il y a eu une illusion en début de saison où on s'est dit ah bah on a peut-être trouvé quelque chose effectivement avec ballon c'est limité mais sans ballon c'est cohérent mais tu es obligé de regarder ces matchs-là avec ce qui se passe aujourd'hui et te rappeler que tu t'es construit cette conviction-là sur le fait d'avoir joué des équipes malades et sinon il y a quoi il y a juste rien en fait il y a juste rien et je suis d'accord avec toi sans doute que Tourelle travaille sans doute que Tourelle et j'espère qu'il travaille vu combien il est payé mais il y a un moment où à l'arrivée il y a rien. Et il n'y a rien eu depuis mais tellement longtemps. On peut parler de la défaillance de la fin de la saison dernière, on peut parler de... Mais l'année dernière, il y avait encore quelques petits trucs. Mais cette année, on est censé avoir un effectif qui est plus fort, on est censé avoir un effectif qui a été renforcé à plusieurs postes, mais c'est juste 1000 fois plus faible que l'année dernière, quoi. Non, bah, on peut pas dire ça quand même. On Ah, peut pas dire que c'est plus faible que l'année dernière, quoi. Et bah, en quoi pardon, Non, pour moi, c'est pas plus faible, c'est qu'en fait, c'est même pas un système ou quelque chose à reconstruire, c'est qu'on n'a rien construit en fait sous toi. C'est pas une question de plus faible, c'est que rien n'a été fait, rien n'a été construit. Et dès que tu perds cette bataille un peu du pressing, tu as l'impression que le système défensif, il n'y en a pas. C'est juste la récupération haute. On voit par exemple sur les deux buts, c'est un enchaînement de plus ou moins grosses erreurs individuelles qui amènent à ce qu'on prend les deux buts. Donc il n'y a pas de coordination de la ligne défensive, il n'y a pas de coordination entre les différentes lignes pour les transitions. Par exemple, on a des attaquants qui ne défendent pas, certes, mais dans ces cas-là, tu peux peut-être remonter le bloc, mais les milieux se retrouvent souvent en sous-nombre avec peur derrière dans les half-space de Isco, etc. Ce qui fait que les milieux n'accompagnent pas, donc on attaque, mais ça c'est pas nouveau, on attaque toujours en sous-nombre dans le camp adverse. Et on n'ose pas être en sous-nombre derrière, parce que même quand on est en surnombre, on prend des buts. On ne sait pas défendre surface. Sur le deuxième but, je crois qu'on est à 7 dans la surface contre 3 joueurs de Madrid. Et c'est pas nouveau ça non plus, de prendre des buts quand on est en supériorité numérique dans notre surface. Donc il y a un problème de coach, il n'y a pas de plan de travailler. Et il y a un problème, moi, qui m'inquiète un peu plus, c'est il y a un problème global dans l'effectif de complémentarité, de cohérence entre nos blocs, même ligne par ligne. Mais c'est là où moi je suis pas aussi catastrophé que toi, dans le sens où je pense qu'un coach avec un peu plus d'imagination, capable de sortir des joueurs et prendre un petit peu plus de risques vis-à-vis des joueurs, est capable de sortir quelque chose de cet effectif. Je pose une question, Seb. Par exemple, tu vois, tu prends Blind de Ligt l'année dernière. Ouais. On parle beaucoup de Ligt, mais c'est Blind qui, par sa personnalité et par son jeu, libérait aussi de Ligt. Est-ce que un mec comme Silva peut libérer les autres centraux qu'on a, par exemple? Quand je te parle de complémentarité entre joueurs. La problématique, Silva, c'est que tu vas nommer un joueur qui est sur la fin de sa carrière et qui est très âgé. Et donc, effectivement, ça va être très difficile de lui demander de faire autre chose. Mais je ne pense pas que tous les joueurs soient dans cette situation. Un autre exemple, Verratti. On l'a mis avec 600 milieux différents, dans 600 systèmes différents, et c'est toujours le même problème. C'est un problème de coach ou c'est un problème de joueur et de complémentarité? Pour Marco Verratti, je ne vais pas forcément être objectif. Mais oui, il y a un moment, tu es obligé de te poser des bonnes questions. Mais tu vois, tout à l'heure, mais après, je me retrouve à répéter ce que j'ai déjà dit. Tout à l'heure, tu t'es nommé le fait que quand on ne peut pas faire le contre-pressing, mais le contre-pressing, on ne peut pas le faire contre une équipe qui est cohérente. Donc là, on est dans une situation où, quoi qu'on fasse, à partir du moment où en face c'est cohérent, on n'a juste aucune réponse. Et je ne peux pas croire qu'avec ces joueurs, tu ne puisses pas proposer ne serait-ce qu'autre chose. Tu peux revenir à des plans de jeu qui sont simples. Tu peux revenir à des plans de jeu qui sont simples, qui sont plus basés sur l'agressivité. Alors, je ne suis pas en train de dire de faire l'Atlético Madrid, mais revenir à des plans de jeu qui sont bien plus simples. Mais non, tu essayes de faire quelque chose de compliqué, sur lequel tu es complètement perdu, sur lequel les joueurs sont incapables de trouver des réponses. Et voilà, et c'est ça, Tourelle. C'est mettre des joueurs dans des positions desquelles ils ne peuvent rien faire. Et ça me paraît très ubuesque qu'un bon coach soit incapable de trouver des solutions avec l'effectif qu'on a à l'heure actuelle. Kata, c'est ton avis aussi? Non, c'est pas trop mon avis parce que, enfin,
fait, il y a beaucoup de choses qui font que. En fait, déjà, on va se focaliser sur le milieu de terrain. Par exemple, le milieu de terrain, tu as Marquinhos, Gay. Alors, sur le papier, tu sais très bien que Marquinhos, c'est pas un 6. C'est Tuchel qui l'a installé à ce poste. Donc, on sait très bien qu'au final, on n'a pas vraiment un cadre à ce poste-là, mais on a un gars qui surperformait. Pareil pour Gay, c'est pas vraiment un 8 standard dans une grosse écurie. C'est un gars qui est là, qui court, qui a d'autres qualités. Il a surperformé. Donc après, moi, je me pose des questions. C'est vrai sur le coach. Après, je me pose des questions par rapport à la valeur intrinsèque de certains joueurs. Est-ce qu'il y a certains joueurs qui n'ont pas atteint leurs limites pour le très très haut niveau? Tu penses à qui? Par exemple, Marquinhos et Gay au milieu, est-ce qu'ils n'ont pas atteint leur niveau maximum? Alors, c'est vrai qu'ils n'étaient pas en forme physique optimale, mais est-ce que c'est pas la fin de ça? Puis un joueur comme Kipembe ou comme Meunier, est-ce qu'ils sont pas trop faibles pour ce niveau-là? Tu vois, par exemple, pour Marquis, moi je suis convaincu que si Marquis s'était trouvé il y a 2 ans à City, ça aurait été un très bon 6. Avec des joueurs. Oui, non, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est là où. Oui, mais rien ne t'empêche de jouer avec Di Maria au milieu, rien ne t'empêche de Draxler, Sarabia, rien ne t'empêche d'essayer de chercher d'autres réponses que celles que tu es en train de chercher. Et c'est là où, si tu veux, tu vois, c'est. Alors, oui, bien sûr, le premier lieu d'inquiétude, c'est les ailes. Les deux côtés, quand tu prends Bernat, quand tu vois que tous les clubs de Ligue 1 disent à leurs attaquants si leur force est à gauche, c'est pas grave. On attaque sur la droite parce qu'il y a Bernat et que c'est friable et que c'est prenable, entre autres parce que nos latéraux ne sont pas aidés par devant, mais aussi parce que nos latéraux sont juste pas au niveau. Défensivement, ils sont juste pas au niveau. Donc oui, il y a des trucs, mais tu pourrais quand même essayer de trouver d'autres réponses. Tu pourrais essayer de chercher d'autres combinaisons. Et il y a aucune recherche. La première chose qu'a fait Tourelle après les quelques matchs qui se passaient bien, c'est bon, j'ai trouvé mon milieu. Voilà, il est là le problème aussi. Moi, je suis d'accord avec ce que tu dis, Drayas, mais mon plus gros souci pour Tourelle et n'importe quel coach qui arrivera, tu le vois rapidement, c'est dans les premiers mois, c'est quels ont été les choix. Du moment où tu prends Gay, Diallo, Kerrer, qui sont les choix du coach, que tu décides de garder les mêmes cadres, tu es dans un choix de ne pas vouloir construire quelque chose. Donc c'est là où moi, le gros problème, c'est de ne pas vouloir tenter quelque chose directement. Mais c'est avec les gens en place, pour moi, j'attends d'un coach. C'est pour ça que j'étais pas contre un Mourinho ou un Allegri, même si c'est pas du tout mon plan de jeu. C'est que c'est des mecs qui vont nettoyer le vestiaire dans un premier temps et ensuite pouvoir se constituer avec leur cadre choisi. Tourelle n'a même pas choisi de cadre. Tourelle, il prend son effectif, il a fait 2-3 rajouts, ce que j'appelais cet été, j'appelais ça la décoration, les Herrera, les Gay. J'appelais ça le papier peint qui est un peu plus joli, mais tu changes rien au problème de ta maison, ta fondation, qui est toujours aussi bancale. Et c'est ça qui me pose plus de soucis. Quelqu'un veut rajouter quelque chose ? Ouais, moi, du coup, je suis forcément dans une vision un peu opposée à la tienne. Alors, même si je comprends bien que toi, tu voulais un peu qu'il y ait une purge pour qu'on change de cycle et que on construise quelque chose de nouveau. Donc, c'est-à-dire que des cadres qui ont plus donné satisfaction avec différents coachs, pour toi, le problème, c'est pas les coachs, même s'ils auraient pu être meilleurs. Mais pour toi, il y a vraiment un problème de cadre que tu veux changer. Par exemple, Thiago Silva ou Verratti qui sont remis en cause. C'est ça, Basto, ce que tu veux dire ? Oui et non. Juste, si tu gardes les cadres, les responsabiliser autrement. Verratti, tu prenais un cadre, tu lui demandes plus d'être le leader, tu lui demandes d'être l'adjoint. On a vu l'année dernière Silva axe droit. Même arrivé, oui, complètement quand il était axe droit. Mais même avant d'en arriver à se dire, tiens, il faut remplacer les cadres, c'est ne serait-ce que les mettre en danger. Ouais. Ne serait-ce que ne pas leur offrir un fauteuil et leur dire, t'as eu raison, t'as fait un bon match, mon petit, continue comme ça. Tu vois ? Il y a un moment où on reste dans une statisticité de ces trucs. On est là en train de constater l'échec et on ne change rien. Et avant même de changer tout en effectif, où tu es en train de dire tiens merde, il va falloir tout vendre et puis il va falloir tout racheter, on peut pas financièrement, etc. Mais peut-être que tu peux essayer des choses. Tu n'es pas obligé de mettre tous les attaquants devant, tu peux mettre des attaquants au milieu. Il y a plein de choses que tu peux essayer, même dans un 4-3-3. Tu as un 4-3-3 où tu as des problématiques pour remonter la balle.
et ben peut-être que tu peux essayer de mettre au milieu quelqu'un qui est plus capable de remonter la balle. Peut-être que qui hein? Mais qui? Ben, Draxler, cette année, Draxler, là, qui a fait une bonne rentrée. Tu as Sarabia qui vient d'arriver, qui peut tenir ce rôle. Tu as Di Maria qui peut être testé dans ce rôle, qui d'ailleurs, qui fait sa meilleure saison ever, quand il est à Madrid, et il l'a fait pour partie, je sais qu'il l'a fait pas toute la saison, mais il a fait pour partie dans ce rôle-là. Enfin, je veux dire, tu as des joueurs. Tu as un Neymar. Alors Neymar, tu le feras jamais jouer, mais tu feras jamais jouer trop bas. Mais tu as un Neymar qui a montré qu'il aimait bien redescendre, etc. Bah, tu peux lui dire, bah, écoute, tu aimes bien redescendre, bah, tu vas descendre un petit peu plus, puis on va voir ce que ça va donner. Mais il y a un moment où tu n'es pas obligé de tout le temps mettre, parlons du celui qui est le cadre au milieu, qui est Marco Verratti, tu n'es pas obligé de tout le temps mettre Marco Verratti, quoi qu'il advienne. Tu peux aussi mettre en danger Marco Verratti sans être dans une situation où tu Mais te dis... tu le mets en danger, mais enfin, si tu mets pas Verratti, tu mets qui en fait? Ben, je viens de t'en citer plein. Non, Mais ça veut dire que tu veux mettre en milieu Marquinhos, Herrera et Sarabia? Ah bah, par exemple, Pourquoi pourquoi pas l'essayer? Pourquoi pas? pas? Mais tu sais, par exemple, on n'arrête pas de dire que la Ligue 1, on est trop fort, que machin truc, que la Ligue 1, c'est un laboratoire. Et qu'est-ce qui t'empêche de ne serait-ce qu'essayer de temps en temps faire ça en mettant Marco Verratti sur le banc? Et pas en mettant Paredes voilà, et pas en changeant 8 joueurs dans l'équipe en même temps, comme il a pu faire Thomas Tuchel, où tiens, je fais les seconds couteaux et tiens, je fais un 4-2-3-1, j'ai fait le test. Non, mais ouais. en mettant dans ces joueurs dans les situations compétitives, et s'ils apportent satisfaction et ben justement en les mettant dans des matchs importants, et là, le titulaire qui est indiscutable, qui est Marco Verratti, soit il se bouge les fesses et il revient gagner sa place, soit il se bouge pas les fesses et il perd sa place. En fait, mais t'es pas obligé systématiquement de tout changer. Il y a quand même des trucs que tu peux tester. Et ce qui est déplorable chez Tourelle, c'est qu'à l'heure actuelle, on a parlé d'un coach qui pendant les 6 premiers mois n'arrêtait pas de faire des tests. C'est que depuis, on a eu 0 test. On a eu 0 test. Ça a été le premier à dire, il n'y a pas si longtemps, c'est bon, j'ai trouvé, alléluia, j'ai trouvé la formule secrète du milieu. Je sais maintenant comment organiser un milieu pour gagner un match de foot. Et ben voilà ce qui lui pète à la gueule. Et le mec a pris aucun risque. Après, tu dis qu'il a pris aucun risque, mais là, pour le coup, il a fait un choix tranché, il a pris un risque, quoi. Ah bon, lequel? Ah non, mais là, je te dis globalement dans sa stratégie, il a quand même pris le risque de mettre Marquinhos en 6 et Gay en 8. C'était des choix forts. Et il a construit son milieu comme ça. Je pense pas qu'un autre coach aurait fait ça. Marquinhos, c'est l'héritage des 6 premiers mois de Tourelle. Hein. On est encore sur la fameuse créature de Tourelle, le Tourelle inventeur, qui date des 6 premiers mois. Mais c'est comme Gay cette année, il l'a mis en 8. Moi, je l'attends. Enfin, personne ne l'attendait en 8. Quoi. Gay a fait autant de matchs en 8 qu'en 6 et personne ne l'attendait. On a fait beaucoup plus en 8. Mais personne ne connaissait Gay. Mais Gay, les premiers matchs, il a apporté satisfaction en 8. Et tout le monde a commencé à vendre Gay en 8, qui était la bonne réponse. Ouais. Et maintenant, tu peux revenir en arrière. Alors oui, tu mettrais Gay, tu peux mettre, mais tu vois ce que moi je suis en train de te dire, tu peux tout à fait essayer Gay en 6. Moi, j'y crois pas à Gay en 6. J'ai l'impression que, contrairement à ce qu'on pense, je pense que physiquement, il sera bouffé quand il sera 6. Que Gay, il a besoin d'être dans les courses et d'être dans l'anticipation pour pouvoir créer quelque chose. Et mine de rien. Athlétiquement, tu veux dire, il sera bouffé sur des duels aériens Non, pas là-dessus. C'est plus au niveau de l'attitude générale. C'est-à-dire que c'est pas un joueur qui va compenser c'est pas un joueur qui va compenser un temps de retard qui a été créé par l'équipe adverse par une intervention. C'est un joueur qui va anticiper en permanence. Et en dernier rempart, c'est pas le genre de joueur que tu as besoin d'avoir, parce qu'en dernier rempart, tu as besoin d'avoir des joueurs qui vont se placer pour... Mota, à la grande époque, était un très bon 6. Et alors, attention, quand on parle de Mota avec ballon. Là, je fais pas la comparaison avec Mota avec ballon, parce que Gay, on est à des années-lumière. Mais Mota sans ballon, il était lent, il était etc. Mais il était dans l'anticipation avant. Qu'un Gay, c'est comme un profil Matuidi, il est dans l'anticipation avant, c'est-à-dire qu'il va harceler partout, etc. Moi, je suis pas trop d'accord avec ça, quand même. Parce que moi, je le vois plus faire plutôt des corrections à la Kanté. Alors, après, Kanté est capable de faire les deux, mais je pense que Gay, il est capable à la fois de faire le pressing et d'être, comme tu dis, dans l'anticipation et de gratter des ballons. Je connais pas le joueur, mais j'y crois pas, je vois pas. Non, pour l'avoir vu jouer sous Everton, il est tout à fait capable de faire des compensations. Des parfums individuels. Juste un petit truc, Kata, quand tu dis il a tenté quelque chose avec Marquinhos Gay, mais voilà, ce qu'il tente avec Marquinhos Gay, c'est quoi? C'est libérer Marco toujours en 8.
c'est donner aux attaquants le fait qu'ils soient libres, on va les laisser libres. Donc c'est toujours dans une idée de laisser nos cadres dans le même confort, dans la même zone. Et c'est ça que j'appelle responsabiliser autrement nos cadres. Et ça, il ne le fait pas. Il l'a fait sur 3 matchs l'année dernière. Liverpool et Bayern, c'est tout. Non, mais il les a responsabilisés l'année dernière quand il met Marquinhos et Verratti en double pivot. Et Silva axe droit, ça a duré un mois. Silva axe droit. Oui, contre Liverpool au Parc et à Belgrade, on était en défense on a à 3. Marquinhos qui est pas Verratti qui est en seul milieu, t'as Marquinhos qui est en libéraux et t'as Silva qui est axe droit. Après Marquinhos était en train d'apprendre le poste de 6, donc à l'époque il était défenseur. Dans des matchs auxquels en baston, on était dans une défense à 3 avec Marquis, il y avait Silva et puis et à gauche il devait y avoir Kim, je me souviens plus. Mais il était défenseur à cette époque-là. Oui, non, mais globalement, c'est un peu la même chose, quoi. C'est-à-dire que tu as juste Marquinhos qui est remonté un peu un cran au milieu. Non, c'était pas la même chose puisque Silva ne gérait plus la hauteur du bloc ni la première relance. Donc déjà, tu avais une différence énorme dans le jeu avec ballon de base et dans la tenue du bloc. Ouais, je vois un peu ce que tu veux dire, Mais tu vois, le truc, c'est que là, il y avait un test. Et il y avait un test derrière. C'était l'époque où on jouait à 3 et il y avait effectivement des tentatives. Mais c'est les 6 premiers mois de Tourelle. Et depuis, il y a quoi ? Or, depuis... on est allé de déconvenu en déconvenu, et en fait, dès que ça va pas, il change plus rien. Et comme ça va pas, il change plus rien. Et on s'enferme dans un truc, et on se retrouve dans une situation, une espèce de no man's land. Alors là, maintenant, il n'a pas le choix. Il va être obligé de changer quelque chose. Mais va savoir, est-ce qu'il va le faire ? J'en suis même pas sûr. Mais il change rien, et il prend pas de risque, il fait pas de test, il essaye pas autre chose. Après, moi, je pense qu'il a fait pas mal de tests, parce qu'on lui reproche des fois de faire des compos un peu farfelus, donc il fait quand même certains tests, quoi. C'est pas des tests, ça a duré 6 mois, et cette année, il l'a fait une fois en changeant 8 joueurs, en changeant 7 ou 8 joueurs, enfin 7 joueurs sur l'effectif. C'est-à-dire qu'à aucun moment c'est-à-dire que tu es en train de construire une continuité avec certains joueurs et à aucun moment tu vas faire rentrer tes coiffeurs, parce que c'est vraiment des coiffeurs pour le coup, dans des situations où ils pourraient s'intégrer dans le collectif dans cette continuité-là. C'est-à-dire que tu casses tout d'un coup pour constater « Ah bah ouais, ça marche pas ». Mais c'est normal, les mecs, 1, ils n'ont pas l'habitude de jouer ensemble, 2, c'est même pas le même système qui travaille, et puis oui, ça marche pas. Mais c'est pas ça, faire des tests. Ouais, un test, c'est trouver une solution viable dans les gros matchs. Ce qu'il fait à Reims et Dijon, c'est pas ça, c'est faire jouer les mais après, il est bien. Je suis d'accord avec toi parce qu'il met Paredes, mais au bout d'un moment, il est obligé de gérer certains temps de jeu, il est obligé de gérer les blessures et tout. Donc, moi, le temps de jeu de Sarabia depuis le début de la saison, parce que j'ai du mal à voir les contraintes. Au temps de jeu parce qu'il a beaucoup joué au début, mais c'est mais Sarabia, il a beaucoup joué au début. Après, Sarabia, il fait les frais du retour de Mbappé. Parce que Sarabia ne peut jouer. Après, Sarabia, je veux dire, au bout d'un moment, Sarabia, c'est pas non plus quelqu'un qui a fait des performances incroyables. C'est comme le mec qui te met un but contre le Real Madrid alors que il te met un but contre le Real Madrid, mais je te dis. Sarabia, tu peux tester de meilleure façon. Tu peux le tester dans un 4-4-2 à plat, tu peux le tester au milieu dans un 4-3-3 et tu peux même le tester en piston droit dans une défense à 3 derrière. Il n'est pas que ailier droit dans un 4-3-3. Non, mais je suis d'accord, mais après, Tuchel, lui, Sarabia, c'est un joueur plus pour lui de complément. Après, sur ce qu'il a montré, Sarabia, Tu viens de le dire, tu dis que Sarabia, c'est un joueur de complément. Oui, mais c'est ce qui monte sur le terrain. C'est-à-dire que dans le monde de Tourelle, tu as 11 joueurs et quelques compléments. Et c'est maladif de fonctionner comme ça. Et ça ne peut pas... C'est comme ça que fonctionnent toutes les équipes. Non, c'est comme ça que fonctionnent les équipes qui ont un 11 cohérent et stable. Par exemple, Liverpool, une fois qu'ils ont trouvé leur 11 cohérent, et encore, pas au départ, à Liverpool, tu as 13-14 joueurs qui tournent, et ça tourne plus. Très souvent le même 11. Oui, mais ça tourne plus. Pour construire des automatismes, tu es obligé de... Mais bien sûr, mais... trouver un 11, quoi, c'est logique. Rien ne t'empêche de construire des automatismes avec des 11 et de changer de temps en temps un joueur. Rien ne t'empêche de sortir du confort certains joueurs. Rien ne t'empêche de tenter des choses. Etc., etc. Et puis oui, c'est vrai que prenez l'exemple de Liverpool, mais Liverpool, ils n'ont pas marché pendant combien de temps avant qu'ils se mettent à marcher ? Enfin, c'est pas comparable. Et là, on essaye d'installer quelque chose et on installe quelque chose comme étant la solution parfaite alors que ce quelque chose ne marche pas. Tout ça, on n'avait pas vu que ça n'avait pas marché. Là. On a vu là que ça ne marche pas. Avant, ça marchait. Honnêtement, tu te souviens de ce que je disais Draya, c'est moi. On n'était pas convaincus. Je veux dire, après le match du Real, moi j'étais, c'est vrai que c'est bien, mais bon, ne pas oublier que le Real est une équipe malade. Puis après, on cartonne contre Bordeaux. Cette équipe n'a pas de match référence. On n'a pas de match référence. Si, Liverpool. Non, mais on a quand même le match. On a les matchs de l'année dernière.
Donc Liverpool. Mais c'est le match de Liverpool. Le match aller contre Manchester. C'est pas un match référence, c'est cohérent, mais c'est pas un match référence. Toi, tu le mets pas dans les matchs références, mais quand même, on a trouvé un Marquinhos qui avait muselé Pogba. On avait quand même certaines références. Mais après, si tu veux pas le compter. Là, cette année, on a quand même le match du Real. Je suis désolé, on en revient à la remarque que je te faisais tout à l'heure. C'est oui, effectivement. Pour toi, c'est pas un match référence, quoi. Ben non, c'est pas un match référence, parce qu'un match référence, il y a un moment où tu as besoin d'avoir une adversité et tu overcomes cette adversité. Contre le Real, c'est quoi l'adversité? Regarde le placement entre la défense centrale du Real et le milieu du Real sur ce match-là. On faisait ce qu'on veut. Tu as une espèce de no man's land de 20 mètres entre ces lignes-là, où les joueurs se déplaçaient comme ils voulaient, ils étaient faciles à trouver, et tu peux pas construire un match référence dans le fait de rencontrer un adversaire malade et te dire « Ah ouais, j'ai battu un adversaire malade ». Pour savoir... si c'était un match référence, il fallait écouter les avis des supporters du Real et des journaux espagnols. Tout le monde dit avant ce match retour, tout le monde dit que le Real était de nouveau mieux et était très malade au moment où on y joue. Donc c'était pas un Real qui était prêt. Mais nous aussi, on n'était pas prêts. Ouais, peut-être. Mais là, ils étaient prêts. Ouais, mais c'est là. Mais le truc, en fait, si tu veux, c'est que tu peux pas construire un match référence sur ce genre de conviction. Non, mais Bordeaux, on a quand même fait un bon match. Marseille, on fait une première mi-temps référence. Première mi-temps contre Marseille, ouais. Voilà, donc c'est quand même. Après, on a les matchs. Quand même quelques trucs quand même. Qui est un plan de jeu un peu similaire dans l'idée au Real. On va parler un peu du Real juste avant. Mais c'est vrai que par contre Marseille était très cohérent au moment où on les a joués. C'était un club qui avait beaucoup de certitudes et qui offrait beaucoup de. Non, mais bon, après tu peux. Non, mais c'est un moment, un match référence, c'est un vrai truc. C'est-à-dire que tu as une adversité en face et tu as des vraies difficultés, mais tu arrives malgré ces difficultés à proposer quelque chose et tu peux construire dessus. On avait des trucs pour se construire des certitudes, mais on n'avait pas de match référence. Il faut arrêter de se balancer des illusions dessus. Depuis Liverpool, on n'a pas eu de match référence. Allez, Liverpool et Belgrade derrière. Le problème du Real, c'est comme quand tu te souviens, Souvenir, on bat Munich 3-0, mais derrière, on se fait fesser. Et à Munich et par le Real, parce que c'était pas un match référence non plus, c'était un Munich malade où Carlo est viré un mois après. On avait battu Barça en poule sous blanc, mais on s'était pris 3-0 au retour. Pour que ce soit un match référence, faut répéter ça 3-4 fois de suite. C'est là que tu diras. Je suis d'accord avec vous. Enfin, je veux bien comprendre votre définition. Après, des équipes déjà comme Liverpool, le Real, on n'en rencontre pas tous les 4 matins. Et après, c'est pas de la faute du PSG si le Real n'était pas bon, quoi. Je veux dire, au bout d'un moment, là, ce qui pose problème, c'est qu'il n'y a pas d'adversité référence. Ouais, sauf que toi, vous me dites s'il n'y a pas d'adversité référence, il n'y a pas de match référence, mais oui, mais comment on fait? Alors là, tu poses deux questions, mais je voulais intervenir sur un truc. Tu dis que c'est des équipes qu'on joue pas tous les 4 matins, mais c'est des équipes qu'on va jouer tous les 4 matins en 8e et en quart et en demi de Ligue des Champions. Et c'est notre objectif avoué. Donc tu peux pas dire que c'est des équipes qu'on rencontre que de temps en temps, parce que c'est des équipes qu'on va rencontrer dans les matchs qui comptent pour le Paris Saint-Germain. Donc il va falloir se construire des références. Et le truc, c'est, tu vois. Mais comment tu te construis des références si tu ne joues pas ces matchs-là, en fait? Je m'apprête à répondre pour répondre à cette autre question. Et tu as des matchs, par exemple, contre Lyon. Tu as quand même des matchs où régulièrement Paris a des difficultés et où tu pourrais essayer de te construire des convictions en dehors de la Ligue des Champions. On peut faire référence au match contre Lyon sur les quelques années, excepté cette année, parce que Lyon était vraiment moribond sur les quelques dernières années. On peut faire référence au match contre Marseille. Quand Marseille a un peu autre chose que le physique à répondre à ce que propose Paris, etc. Il y a quand même. Alors, je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'on peut toujours sortir en pleureuse l'argument de la Ligue 1 qui n'est pas assez compétitive et on peut pas se construire des références. Mais au moins, ne serait-ce que dans les chocs de Ligue 1, essayer de proposer des choses cohérentes, ce serait déjà un point de départ. Et pour proposer ces choses cohérentes dans les chocs de Ligue 1, justement, tu as toute une flopée de matchs qui ne seront pas des matchs référents parce que les adversaires ne sont pas bien, où tu peux faire des tests pour essayer de provoquer quelque chose qui sera très intéressant dans ces quelques matchs-là. Mais il y a un moment où on ne peut pas toujours excuser le coach par le niveau de la Ligue 1, par le fait qu'il n'a pas les bons joueurs, par etc., etc. Il y a un moment où le coach il doit être aussi mis face à ses responsabilités. Et ce qu'on voit depuis maintenant trop longtemps, et depuis grosso merdo le match contre Liverpool, c'est pas possible. Et ça fait longtemps que ça dure. Et Tourelle est vraiment en première ligne. La Ligue 1, oui, c'est une excuse. Mais tu pourrais, si tu as du talent, utiliser cette excuse à ton avantage, et il ne le peut pas. Ouais. Avant de vous poser une petite question sur Real, juste une petite remarque qui me semble importante, c'est
au-delà de Tourelle et du coach, on a un souci d'intelligence situationnelle et cognitive de nos joueurs, notamment dans l'orientation du jeu. Quand en 2 passes, on peut aller sur côté ouvert, qu'on fait 10 passes avant d'y arriver, ou quand on va jouer dans le côté fermé. Ça, c'est le coach, non, quand tu as un joueur qui a face à lui, par exemple, couloir droit vide, couloir gauche où tu as 5 joueurs, le joueur il est assez intelligent, normalement, quand même, sans coach, pour pouvoir ouvrir dans le côté ouvert. Et même au-delà du coach, des fois, on a des orientations contrôle des joueurs. C'est-à-dire que le contrôle, il va être fait dans une orientation où le jeu est fermé, au lieu d'aller le faire dans une orientation où le jeu est ouvert. Ça, c'est un problème d'intelligence situationnelle. C'est-à-dire, même si c'est un problème de coach parce qu'il n'y a pas de circuit, un joueur intelligent, il y a des joueurs comme Modric ou je ne sais qui, Modric à la grande époque, qui même malgré ces conseils du coach, arriveraient eux par eux-mêmes à faire ça. Et on les a pas. Peut-être, mais c'est là où un grand coach est aussi capable de faire travailler individuellement les joueurs en leur faisant répéter l'exercice. Non, mais il est capable de faire répéter les exercices pour que tout à coup ces trucs-là deviennent automatiques. Alors c'est vrai que tu peux avoir des joueurs qui sont capables de le faire, mais tu as aussi l'opposé, c'est-à-dire qu'un joueur qui est capable de le refaire, qui se retrouve dans un contexte négatif où il n'est pas en confiance pour exprimer ses qualités, eh ben, il va petit à petit perdre ses habitudes spontanées et ses habitudes naturelles. Donc le coach est d'autant plus important. Ok. Tiens, Darius, toi qui parlais justement du coach, on va parler maintenant du coach du Real, Zidane. Est-ce que pour toi, lui, son plan de jeu qu'il a fait là, justement, c'est le contraire de ce que peut faire Tourelle? Il a fait des choix forts en 4-4 de losange avec Isco et Valverde préféré à Modric. Donc lui, justement, cherche un nouveau truc. Est-ce que pour toi, c'est l'antithèse de ce que tu reproches à Tourelle, ce qu'il a fait sur ce match, en tout cas? Bah oui, on peut le dire. Après, je vais pas pouvoir le détailler à 100%, mais oui, mais d'une manière générale. Après, je dois avouer, j'ai trop regardé Paris et j'étais trop énervé par le match de Paris pour vraiment avoir un avis cohérent, proposer une analyse cohérente sur le Real. Mais oui, vu qu'on n'a tellement pas existé en face, inévitablement, il a pris des risques. Alors, je ne connais pas forcément ce qu'il fait en championnat. Je vais laisser Kata répondre, ce sera peut-être plus intéressant. Si tu le Real, je ne sais pas. Kata? Non, mais moi, je ne vois pas d'opposition entre la démarche de Zidane et la démarche de Tuchel. Pour le match du Real, évidemment, les dynamiques des deux équipes, elles sont différentes parce que on voit que là, nous, on a régressé entre le match aller et ce match retour. Le Real a progressé. Ouais. Donc là, déjà, on est sur deux équipes qui ont deux dynamiques opposées. Moi, je pense pas que les démarches des deux coachs soient à mettre en opposition. C'est-à-dire que pour moi, les deux ont mis les joueurs du moment. Après, le Real, c'était un peu l'équipe. Je pense que Zidane construit un peu son équipe comme Tuchel l'a construit. C'est-à-dire qu'au milieu de terrain, il met quand même un joueur défensif qui est Casemiro. Il met un joueur de construction basse, Kroos, qui est un peu l'équivalent de Verratti, quoi. Alors, bon, évidemment, il a des qualités de frappe et de jeu long qui sont meilleures pour orienter le jeu. Et il met un coureur, c'est-à-dire un gars qui va être box-to-box, qui est Valverde, qui est un peu l'équivalent de Gay. Donc moi, au niveau de la structure de son milieu de terrain, pour moi, on a quand même une réflexion qui est un peu similaire entre les deux coachs. Après, il y a la nouveauté, personne s'y attendait, c'était Isco côté droit. C'était limite un 4-4 de losange pour le coup. Ouais, qui recentrait en losange. Et ça, c'était un peu le Zidane époque 2017 où il faisait son losange avec Isco. Mais du coup, après ça, c'est vrai que c'est un choix fort. Après, c'est un choix aussi dicté par le fait que Bale, il peut pas trop le piffrer. Et il y avait eu la polémique aussi. Et il y avait aussi l'idée de... Il y avait Rodrigo qui jouait, c'est ça ? Il y avait Rodrigo. Mais c'est vrai que c'est un choix fort parce qu'on voit qu'il y a un Zidane qui veut renforcer sa possession de balle, tout simplement. Ouais, et puis mettre de la densité qui est 4 joueurs pour nos 3 joueurs. Ce qu'avait dit le... Pardon, vas-y, fini. Non, mais oui, c'était ça, c'est ce que tu dis. Il rajoute de la densité avec des joueurs qui manient le ballon entre les lignes pour nous faire courir et jouer la possession, en fait. Ce qu'il disait en Espagne avant le match, c'était que pour eux, il n'y a qu'un joueur qui savait jouer sous pression dans le trio, c'est Verratti. Donc l'idée, c'était de mettre de la densité pour bloquer encore une fois Verratti. Et là, on en revient un peu à ce qu'avait dit, je ne sais pas si vous vous souvenez, le coach de Bruges, qui avait dit qu'après avoir étudié le PSG, le point était assez simple de nous montrer. Et là, c'était mettre la densité, bloquer Verratti et demander à les latéraux de jouer très très haut. C'est-à-dire qu'eux aussi ont apporté au milieu. Donc, avec Gay, nos milieux, des fois, ils étaient à 1 contre 3.
Et les latéraux, le seul risque dans ce cas, c'est ce qu'a fait Bruges aussi, des latéraux très hauts. Le risque, c'est de se faire contrer. Bruges avait pris son premier but comme ça très tôt à Bruges, où on était allé sur leur côté gauche, où le latéral était encore au frêne. Mais à l'arrivée, c'est pas non plus un risque inconsidéré, vu que Paris souvent attaque en infériorité numérique. Donc c'est vrai que si le seul risque, c'est d'apporter, de pouvoir se découvrir, mais si Paris n'en est pas capable, c'est sûr que c'est pas très compliqué pour les adversaires de pouvoir nous contrer. Après, moi, je suis pas d'accord pour l'idée de bloquer Verratti avec Isco pour rajouter de la densité. Pour moi, en fait, celui qui a vraiment bloqué Verratti, mais de manière individuelle, c'est Valverde, parce qu'ils étaient dans la même zone du terrain. Et voilà, lui, il était puncher sur lui, et il l'a bien bloqué. Après, moi, cette densité-là, moi, je l'expliquerai plus dans le jeu avec ballon. C'est-à-dire que pour moi, en fait, le fait qu'il rajoute de la densité, c'était pas pour bloquer Verratti, c'était plus pour en fait faire tourner la balle et faire un peu un jeu de possession à l'ancienne entre guillemets, c'est-à-dire garder la balle pour pas être. À l'arrivée, son ballon, il y a quand même eu quelque chose puisqu'on n'a pas réussi à utiliser le ballon. C'était plus, moi je le vois plus comme un dispositif individuel avec un joueur comme Valverde, quoi. Je vois vraiment plus contre Bruges avec couper la relation Marquinhos-Verratti et ensuite avec des latéraux très haut pour le faire encore plus et vraiment nous dominer dans cette bataille de l'intensité du pressing, récupérer tous les seconds ballons en supériorité numérique constante dans cette zone. Oui, mais ça c'est un jeu de possession un peu classique, quoi. Ouais, mais ça permet aussi aux transitions parisiennes d'être beaucoup plus compliquées puisque derrière nos milieux avaient peur de se découvrir puisqu'ils étaient souvent en sous-nombre et du coup on ne pouvait pas profiter du déséquilibre du Real puisqu'on attaquait là aussi en sous-nombre. Mais ça, c'est aussi. En fait, on avait ce que tu dis, c'est qu'on n'avait pas moi, je pense pas qu'on a cassé la relation Marquinhos-Verratti. Je pense pas que le Real. Contre Bruges, c'était clair. Moi, j'ai l'impression juste en fait, on n'a pas la qualité pour sortir tactiquement, individuellement. On n'avait pas la qualité pour ressortir. On va passer au de l'idée d'ailleurs, si vous voulez bien. Ouais. On parle de Navas où il n'y a pas besoin. Il faut saluer quand même la prestation de Navas, quoi. En fait, c'est simple. Paris, ça a été une longue dizaine de mauvais goals qui a commencé avec Casagrande et qui s'est terminé avec Navas. C'est-à-dire qu'on a retrouvé un goal du niveau de Lama, capable de construire des performances comme Lama a pu en faire dans ses grandes heures européennes. Et ça faisait très très longtemps qu'à Paris, on n'avait pas eu un goal de ce niveau. Mais avant de parler de goal de ce niveau, c'est même pas un goal de ce niveau, c'est qu'il il a été, tu nommais tout à l'heure le chiffre, il a fait 10 arrêts dans le match, mais au-delà des 10 arrêts, il en a fait 4 qui ont été décisifs. Le Madrid a eu 4,5 je crois, ou 4,6 expected goals, je ne me souviens plus du chiffre exact. 4,20 je crois. Ouais, voilà, mais beaucoup d'expected goals, ils en ont mis 2, ça s'est fait par Navas tout simplement. Tata, t'es d'accord? Bah ouais, super Navas. De toute façon, les statistiques parlent d'elles-mêmes, son charisme parle de lui-même. Et moi, je dirais que c'est meilleur que Lama. Je veux dire, là, on a quand même. Lama était très très bien. Lama était très très bien. Ouais, mais là, au niveau de l'échiquier mondial, on a quelqu'un qui se situe dans le top 5 des gardiens. Lama à l'époque, en 98, il perd la place contre Barthez parce que s'il est en fin de carrière, Lama en 98, et il perd tout juste sa place contre Barthez. Ouais. Mais dans les quelques années qui précèdent, c'est un des meilleurs goals du monde, si ce n'est le meilleur du monde. Et même quand il la perd, la presse et les suiveurs étaient plus pour Lama que Barthez. Voilà, c'est un choix de Jacquet. Voilà, et c'était vraiment la fin de Lama, et il était âgé à l'époque, et voilà, mais Lama a été un très 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 grand goal. Non, mais je suis d'accord, mais là j'ai l'impression qu'on a quand même un gars qui a gagné 3 Ligues des Champions. C'est pas, je veux dire, quand même, on a quelqu'un qui est une référence vraiment très forte. Mais Lama a été aussi un immense. Avant de parler de notre défenseur, on va nommer une individualité qui n'est pas parisienne, c'est l'arbitre, par rapport à l'action sur Icardi qui aurait pu obtenir un pénalty, un rouge, et l'arbitre revient sur une poussette de Gay 30 secondes avant. Pour vous, c'est un problème d'arbitrage de VAR ou un problème global, Darius? Pour moi, c'est ça nous a volé un hold-up mérité. Voilà. C'est-à-dire que on ne sait pas ce qui serait passé. On ne saurait pas ce qui serait passé. Oui, ça se trouve, ça aurait fait comme contre Chelsea quand Ibra se fait sortir, et on aurait pris encore plus. Ça se trouve, Areola aurait fait une Navas en sortant tous parades. On aurait pris le bouillon derrière, on ne connaît pas la suite. Mais il y a la chose qui est choquante, c'est que le texte stipule que l'arbitre a le droit de revenir à une action antérieure s'il y a erreur manifeste.
Alors là, enfin, on va pas rappeler ce qui s'est passé. Il est passé juste à côté, il a dit il n'y a pas faute. Et ensuite de ça, tu peux regarder la faute en question de Gay, la poussette sur Marcelo. On pourra en débattre pendant 110 ans. Il y a des gens qui continueront de penser qu'il n'y a pas faute, des gens qui continueront de penser qu'il y a faute. Enfin, l'un dans l'autre, il n'y avait pas erreur manifeste. Et donc, normalement, il n'a pas le droit de revenir à cette erreur-là. Et c'est ça qui pose question. C'est que comment ça se fait qu'on change la règle de la VAR sous prétexte que. Et moi, j'ai l'impression, mais c'est juste une interprétation, j'ai l'impression que l'arbitre avait eu la main lourde, à savoir penalty plus carton rouge, et qui s'est dit ah ben non, je peux pas faire ça, en plus je suis à Madrid, je suis machin, et il s'est laissé influencer par ça, et il a changé la règle par rapport à ça. Mais bon, après, on peut en parler. Oui, il y a eu pour moi, une énorme erreur d'arbitrage là-dessus, mais ça ne justifie pas le truc. Encore une fois, voilà, ça aurait été mérité de récupérer ce péno et ce rouge. Mais ça aurait été un hold-up mérité, parce que ça aurait été un pur hold-up si on avait réussi à marquer là-dessus. Qatar, même avis? Non, mais c'est un système mafieux, quoi. Après, c'est une honte, quoi. C'est vraiment une honte. Oui, c'est une honte. En soi, mais après, moi, où je reviendrai sur tes propos, Dryad, c'est que je suis d'accord. Imaginons qu'il ait eu la main lourde, mais à ce moment-là, il aurait revu juste l'action de Courtois. Il aurait pu dire ah ben non, en fait, j'ai été trop sévère, je mets un jaune. Tu peux pas. En fait, peux pas. Le problème de la VAR, c'est que tu peux passer d'un jaune à un rouge, mais une fois que tu as mis le rouge, tu peux pas passer d'un rouge à un jaune. C'est interdit. Ok. Non, mais là, j'avais l'impression que vraiment, c'était Pérez dans le camion de la VAR et il voulait faire annuler le penalty, quoi. Alors, où je suis pas d'accord. C'est pas une question de main lourde. Enfin, moi, j'avais l'impression qu'on voulait faire annuler un penalty qui était manifeste et qui était. C'est juste honteux, quoi. Où je suis pas d'accord avec toi, Nimaria, c'est que hier, on a eu un soi-disant gros contre un petit qui est Inter contre Zagreb. Et là, c'est le gros qui s'est fait enfler, puisque je rappelle des faits à Lukaku qui marque un but. Je sais pas si tu l'as vu. Non, je n'ai pas vu. Un gros Lukaku marque un but. Là, l'arbitre vient pas 30 secondes auparavant, mais 1 minute 30 auparavant, sur une faute dans la surface adverse, qui est encore moins flagrante que la poussette de Gay. C'est que la poussette de Gay, on peut en discuter. C'est pas une erreur manifeste. Je suis d'accord avec vous, il aurait dû avoir pénalty rouge. Mais là, il n'y avait même pas faute. Que fait l'arbitre? Il revient 1 minute 30 avant, il annule le but et il donne pénalty pour Zagreb. Ça peut-être, donc c'est un problème de VAR. J'ai pas l'impression que ce soit un truc de mafieux, de gros avantagé. Je veux dire. Je trouve que le juste milieu, c'est la déclaration de Léo. Et la conclusion de Léo, c'est que Léo a dit que si on regardait l'arbitrage, Paris était à crédit. Et je trouve qu'il a du talent, il le nomme justement. Et c'est vrai que Paris en Ligue des Champions, on a un historique là-dessus. Qu'on regarde le match contre Barcelone, qu'on regarde le match contre Manchester United avec la fameuse main dans le dos de Kimpembe, qu'on regarde. Après, pour moi, il y a main, mais après, on peut faire ce débat-là. La question a été posée, en tout cas. La question a été posée. Et c'est vrai que Paris a un historique de ne pas avoir la partie facile, le carton rouge d'Ibra contre Chelsea, etc. La Paris n'a pas la partie facile avec l'arbitrage. Mais non, on peut en parler pendant longtemps, ça n'excuse pas la prestation qu'on a faite. En tout cas, la VAR n'arrange rien. On a toujours ce côté d'un système mafieux, donc on a toujours les mêmes polémiques. Bon, on va passer à nos latéraux. Allez, le match de Bernat et Meunier. Ça y est, vous allez pouvoir commencer à être dans le vif du sujet, des critiques. Kata? Moi, Meunier, voilà, il était contre Hazard, c'était très difficile pour lui. Après, moi, où je rejoins pas vraiment les commentaires que j'ai vus sur les réseaux sociaux, c'est que Meunier, il n'était pas vraiment livré à lui-même. C'est-à-dire qu'il y avait quand même toute la première temps où Gay prenait directement le marquage sur Hazard, et c'était Gay qui était le premier à le freiner, quoi. Après, Meunier était en seconde lame. Après, il a fait ce qu'il a pu. Moi, je n'ai pas envie de tirer sur l'ambulance. Il était quand même face à un des meilleurs joueurs avec des associations à côté de lui, avec Benzema, Marcelo. C'était très dur pour lui. Moi, j'ai pas vu une grosse bourde comme il a l'habitude d'en faire sur certains matchs. Donc voilà, mais bon, il est limité. Après, moi, je suis pas persuadé qu'il y ait beaucoup de latéraux qui peuvent bloquer ce côté gauche là du Real qui est très fort, quoi. Bernat, j'ai pas grand chose à dire. Sur le premier but, je pense que c'est plus Verratti qui voit pas dans son dos Valverde qui est responsable. Après, c'est un match assez neutre, on va dire, de Bernat. Mais ouais. Moi, je suis pas tout à fait d'accord dans le sens où, pour moi, les deux latéraux, on peut résumer leur match
sur les 2 buts du Real, il y en a un des deux, enfin il y en a un chacun qui a une responsabilité entre sérieuse et très sérieuse sur le but. Je suis d'accord avec toi que c'est peut-être plus pour Verratti que pour Bernat, mais Bernat doit faire beaucoup mieux, même si Marco se fait prendre, Bernat il est spectateur et il regarde ce qui se passe autour et il fait rien sur le premier but. Donc ouais, Marco l'est peut-être plus, mais Bernat est très, très clairement coupable. Quand tu regardes la deuxième occasion, alors oui, il est en train d'essayer de couvrir, et oui, il y a des manquements au milieu qui font qu'il est placé là où il est placé, mais il doit laisser Isco au centraux Meunier sur le deuxième but, et il est à 25 mètres de la possibilité de la récupération de Marcelo. Enfin, 25 mètres, j'exagère, mais ceci dit, si je disais 10 mètres, j'exagère pas. Et il peut rien faire, mais c'est un problématique de placement qui est chiant, et d'une manière générale, c'est à mettre en lumière avec nos autres matchs. C'est trop facile d'attaquer contre nous sur les ailes. Et ça vient à la fois des attaquants qui ne couvrent pas assez les ailes, mais ça vient aussi de latéraux qui sont trop limités défensivement. On peut comparer avec les meilleurs latéraux, les latéraux qui vont loin en Ligue des Champions. Il y a Carvajal qui était en face hier. Il y a les latéraux de Liverpool. On en est à des années-lumière sur ces trucs-là. Après, pour Meunier, on va donner à sa décharge le fait qu'il a essayé offensivement. Bernat, il a été médiocre offensivement, médiocre défensivement. Neutre. Ouais, voilà. Vraiment, arrivé Bernat m'a vraiment énervé. Meunier, il y a des choses pour lesquelles tu as envie de le sauver, mais il a trop de mal derrière. Et il essayait de défendre comme il savait le faire avant, en gardant une petite distance de sécurité. Mais le problème, c'est quand tu gardes une petite distance de sécurité, tu laisses trop d'espace. Et comme le disait Kata, quand tu as du talent en face, que tu laisses trop d'espace, eh ben c'est une porte ouverte à se faire fister, quoi. Non, on sait que Marcelo, de toute façon, les joueurs qui prennent de la vitesse, Meunier, les joueurs qui prennent de la vitesse comme Marcelo, il y a toujours du mal. C'est sûr que tu as Marcelo. Non, mais après, il avait même Hazard sur des petits appuis, c'était dur, quoi. Non, mais objectivement, pour n'importe quel latéral, c'est dur. Hein. C'est pas... Ouais, mais t'en as qui trouvent une solution. Hein. Ouais. On va passer peut-être qu'on devrait peut-être faire venir Aurier, quoi. non, Aurier. Seb là-dessus, il s'en porte vite. Moi, c'est bon, je comprends ceux qui trollent maintenant. On va passer au centraux, Kimpembe Silva, Darius. Silva, un manque d'agressivité qui était hallucinant sur le match pour un joueur qui est connu notamment pour ses récupérations de la tête. Il a perdu un nombre de duels de la tête qui est juste hallucinant sur un match. Un Silva très médiocre. Et ensuite de ça, sur le deuxième but, pour moi, le premier responsable, c'est pas Kimpembe, c'est Silva, clairement. Silva qui a un placement. Il gagnait pas ses duels, et 2, il avait un placement qui était aléatoire, et ce placement aléatoire nous coûte le deuxième but. Tu trouves qu'il a un placement aléatoire sur le premier but là ? Pas sur le premier, sur le second. Sur le second ? Sur le second, il fait le pas qu'il devrait faire. Et il n'y a pas but parce qu'il y a hors-jeu. Mais non, mais après, moi, j'ai vu sur Twitter Basto qui avait commenté ça cet après-midi. J'ai revu l'action 10 fois tout à l'heure, je vais pouvoir te la disséquer jusqu'au bout après. C'est pas Basto sur Twitter, c'est les images du match. Non, mais parce qu'en fait, Basto avait mis cette image-là sur Twitter et du coup, j'avais commenté. Mais le truc, c'est que si Thiago Silva il fait le pas en avant pour mettre hors-jeu Benzema, il y a l'autre. Pas vrai. Il est à 2 mètres. Il est à 2 mètres des. Oui, mais il est lancé. Je finis. Il y a les 2 Madrian qui sont là, effectivement. Et s'il fait le pas en avant auquel tu fais référence, il se retrouve pas du tout en difficulté pour pouvoir défendre. Au contraire, il se rapproche d'eux et il couvre mieux l'angle de passe qui serait possible vis-à-vis de. C'est pas vraiment devant, c'est un pas un peu sur le côté qu'il aurait dû faire. Oui, en l'occurrence, il a énormément d'espace. Il a énormément d'espace devant lui. C'est pas genre il fait un pas en avant et il est dépassé par la vitesse des autres. Puis même moi je suis pas d'accord avec ça. Enfin, je suis désolé, mais on va revenir au sujet qui peut non, mais ce sujet-là il est intéressant, quoi. Tu veux qu'on fasse ce sujet-là d'abord? Pour toi, du coup, c'est Kimpembe le fautif, si je comprends bien. Alors, pour moi, il y a Kimpembe qui lit mal la trajectoire. Après, moi, je pense que il lit pas mal la trajectoire. Kimpembe, il part avec un temps de retard. Une fois qu'il est parti avec le temps de retard, il peut plus rien faire. C'est qu'une question d'appréciation de la trajectoire. Mais le truc, c'est que ma lecture, et j'ai vraiment, l'action, je l'ai regardée plusieurs fois. Ma lecture, c'est que Kim pense
y a un regard entre Silva et Kim à ce moment-là. Pour Bastos, Moi, j'ai 7 fautifs sur l'action. Pour Bastos, Silva est en train de dire couvre. Non, c'est qui marque? Il le dit, Benzema. il prend Benzema. Voilà, qui couvre Benzema. Ce qui est logique, parce que c'est le danger. Et moi, pour la lecture, c'est Kim qui se dit qu'ils vont pouvoir le mettre hors jeu et qui est surpris par le fait non, c'est pas possible ça. T'as revu combien de fois l'action? Je l'ai revu une ou deux fois, quoi, mais c'est pas possible de réfléchir comme ça. Quoi. Mais en tout cas, le but, pour moi, le premier responsable du but, c'est Silva. Et ensuite de ça, la responsabilité de Meunier est engagée et la responsabilité de Kimpembe est engagée. Toi, Kata, du coup, ton analyse de ce but? Non, mais moi, Kimpembe, il se dit pas que... c'est pas possible de se dire, ouais, on va le mettre hors jeu, alors qu'il voit très bien que Silva est derrière lui. Donc ça, pour moi, c'est pas possible. Mais parce que Silva a juste un pas à faire. Silva, il est en recul frein. Il a juste un pas à faire. Admettons qu'il ait juste un pas à faire. Moi, je pense que s'il fait ça, c'est une situation de très grand danger s'il fait le pas en avant. Ah, je suis pas d'accord. Ouais. Moi, c'est ce que je pense, parce que l'autre attaquant arrive lancé. Thiago Silva peut pas se contenter de penser juste à mettre hors jeu Benzema. Parce qu'il y a l'autre attaquant qui arrive lancé. Si Marcelo au centre. Il est loin, l'autre attaquant, et c'est pas en Non, il est pas loin, il est lancé. Oui, mais justement, si Silva fait le pas, il réduit l'espace. Non, s'il fait le pas, il réduit l'espace, mais il n'est pas sûr de gagner le duel aérien. Alors, je pense que. Moi, ce que je pense, c'est que c'est suicidaire de faire le pas en avant. Donc pour toi, c'est dangereux. Pour toi, c'est et qui d'autre qui est fautif? Alors pour moi, déjà, c'est en fait Kimpembe, il est tiraillé entre marquer Isco et marquer Benzema. Ouais. Et en fait, il a raison d'être tiraillé parce que il y a personne qui marque Isco en fait. Isco, c'est soit Bernat, soit Verratti. Mais Bernat, pour les deux qui marquent personne. Et Verratti aussi. Verratti et Bernat doivent aller aider, être sur Isco pour que en fait Kimpembe ait la tête libre et se dise je vais aller sur Benzema. Ouais. Et là, en fait, c'est pas le cas et du coup, il a ce temps de retard et Benzema a progressé beaucoup sur les centres et voilà, ça fait mouche. Ouais, moi, je vois 6 ou 7 fautifs sur cette action. Alors, ça commence avec Meunier qui a un peu 3 joueurs dans sa zone parce que les milieux ne se replient pas et l'ailier, c'est Sarabia qui était de rentrée, n'est pas non plus présent sur cette action. Ensuite, Meunier a un peu perdu, fait un peu n'importe quoi en se recentrant sur Isco. Il y a Marcelo qui arrive lancé. Là, pareil, tu aurais dû avoir un ailier qui bloque Marcelo. Il ne peut pas arriver lancé comme ça sur 40 mètres et être tout seul. Ensuite, tu as Silva, effectivement, au début de l'action, qui dit à Kimpembe, prend Benzema. Sauf qu'ensuite, Meunier fait un petit pas en avant sur Marcelo. Et là, tu n'as que Silva qui n'est pas aligné en fait, sur les 4 défenseurs. Et donc, quand tu n'es pas aligné, ça crée toujours un problème. Donc là, Silva est fautif là-dessus. Et ensuite, Bernat qui est un peu fautif, puisqu'il prend ni Isco ni Benzema, et du coup, Kimpembe est perdu. Donc, c'est 5 ou 6 erreurs. Pour moi, les deux plus grandes sont pour Kimpembe et Silva. Et pour Kimpembe, tu vois, au crédit de Kimpembe, tu as tendance à tout mettre sur Kimpembe et rien sur Silva. Tu peux au moins lui donner le bénéfice du peut-être un problème de communication entre les deux, une incompréhension entre les deux. Mais clairement, il y a une communication entre les deux. Il y a Kimpembe qui regarde, qui ne sait pas trop quoi faire. Et il y a clairement Silva qui est, il est où? Il fait quoi à ce moment-là? Et c'est pas vrai. Et en fait, Silva, il attend au premier poteau et il marque l'autre joueur qui arrive. Quoi. Il peut attendre 50 cm plus haut, ça ne change rien pour ses interventions. Si, ça change. Si, parce que tu as l'inertie de Silva et l'autre joueur qui sont opposés. Et comme tu as un bon centreur comme Marcelo, Silva peut pas défendre comme ça en fait. Mais de base, il n'est pas aligné au tout début de l'action, même 5 secondes avant, il n'est pas aligné avec les autres. Mais c'est pas honnêtement. Non mais les autres, je sais même pas s'ils sont alignés parce c'est volontaire ou mais. En tout cas, ils sont sur la même ligne. Oui, mais c'est pas volontaire, c'est-à-dire tu peux pas dire qu'ils ont j'ai l'impression c'est Silva le patron de la défense, qu'on le veuille ou non. Voilà, donc c'est pas eux qui vont s'aligner entre eux. Si pas le patron qui demande des directives qui sont pas suivies ou qui n'arrive pas à faire aligner un bloc, c'est que Non mais après, moi je trouve que c'est même pas une erreur de communication. C'est-à-dire, moi je m'en fous de la communication. T'as un danger qui est Benzema. Tu dois le marquer quoi. C'est le seul responsable. Pour moi, c'est une erreur de coordination quand tu as 7 fautifs sur la même action. T'as vraiment plus de responsabilité que le seul Kim et Dieu sait. Mais moi après, c'est pas ma thèse de dire que Kim est le seul responsable. Pour moi, c'est Verratti et Bernat qui auraient dû être sur Isco et Kimpembe être sur Benzema.
Après, j'ai envie de te dire, même si. Même sur l'aile gauche, sur l'aile gauche, Marcelo Meunier, il est un peu tout seul. Il arrive en catastrophe à essayer de faire quelque chose. Et c'est vrai qu'il doit être mieux placé. Mais c'est vrai qu'il est très très seul par rapport à la montée de Marcelo dans sa prise d'espace. Non, je suis d'accord. Après, les gars, il faut quand même. On a le droit de concéder des occasions, on a le droit de faire des erreurs. Après, l'important, c'est de ne pas faire les erreurs qui amènent les buts, tu vois. Parce que ça, même Madrid, ils font des erreurs. Je veux dire, c'est un match de foot, c'est logique. Mais moi, l'erreur la plus critique, c'est dans la surface, quoi. Après, moi, où je suis pas d'accord sur le fait que ça soit une erreur de communication, c'est que au bout d'un moment, le danger, il est là. Tu marques les joueurs tout simplement, quoi. Il n'y a pas à tergiverser, je veux dire. Il y a 3 joueurs dans la surface, tu marques les 3 joueurs, chacun se distribue. C'est pas normal qu'il y ait des joueurs il marque qui à ce moment-là? Non, sérieusement, on revoit le truc. Silva, il marque le joueur qui est à côté de lui. Il se retourne et il lui dit moi je suis sur lui. Il y a 2 mètres de distance entre Silva et c'est qui d'ailleurs, je sais plus, mais il y a 2 mètres de distance. Les gars, on sera pas d'accord là-dessus. Même sur Twitter, j'ai vu X personnes qui pensent comme Drayas ou moi, X personnes qui pensent comme Kata. Donc, il y a 2 mètres de distance. C'est quelque chose qui fait débat. Seb, tu avais donné ton analyse de Silva globale dans ton analyse de Kimpembe. Kimpembe, il a très bien démarré. Pendant les 10 premières minutes, il a été intéressant. Puis ensuite de ça, il a perdu, panique, en retard. Il a essayé d'apporter un peu balle au pied, mais face au marasme. Mais de toute façon, les centraux leur tapaient dessus. Est-ce qu'ils auraient pu remonter le bloc ou c'était impossible. C'était littéralement. Kimpembe a essayé justement. Kimpembe a essayé 2-3 fois balle au pied, a essayé de monter. Mais c'était littéralement impossible. Quand tu as un milieu qui n'endigue rien, tes centraux, tu es tout le temps sur le grand couloir, tu es tout le temps potentiellement avec un temps de retard. Mais voilà, Kim n'a pas fait un bon match. Mais c'est pas sur lui que je taperai en premier. Kata, ton analyse des 2 centraux au-delà de ce but? Thiago Silva, il a été assez neutre, il a été ok. Après, c'était une performance mauvaise globale. Donc après, moi, je retiens pas un mauvais match de Thiago Silva, mais un match ok. Par contre, Kimpembe, il s'est fait bouffer par Benzema. Il s'est fait totalement manger, quoi. Enfin, dans l'impact athlétique, technique. Kata, ça lui fait mal quand Kimpembe fait un bon match, en fait. Ça te fait mal quand Kimpembe fait un bon match. Non, moi j'aimerais bien qu'il fasse de bons matchs, mais moi j'aimerais bien qu'on fasse de bons matchs, mais au bout d'un moment. Je vais te dire du mal de Kimpembe, donc là je vais te faire dire du bien de certains joueurs. On va parler du milieu. Je sens que tu as beaucoup de choses bonnes à dire sur ce trio Marquinhos Verratti. Gaël, qu'est-ce que tu en as pensé? Non, de toute façon, il y a une histoire de plan de jeu forcément, parce que je sais pas si c'est Tuchel qui leur a dit de pas presser, mais je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas s'ils ont eu peur de presser parce qu'ils n'étaient pas en forme physique, ou Tuchel leur a dit vous n'êtes pas en forme physique, donc ne pressez pas. Non. Mais c'est ni fait ni à faire, ça n'existe pas, quoi. Tu peux pas faire un match comme ça de Ligue des Champions. Avec ballon? Nul, parce que ils étaient tout le temps dans notre camp. Kroos au bout d'un moment, si tu récupères jamais de ballon, les seules fois où tu récupères la balle par hasard, t'es vite pressé parce que les joueurs sont déjà en place, en fait. Donc voilà, c'était une performance pourrie, quoi. Ça, j'ai eu 75 ballons dans nos 30 mètres. Ouais, non, c'est pas. De toute façon, après, c'était vite mission impossible. Tu faisais le pressing sur Verratti, il avait personne qui faire la passe, et puis il n'était pas très inspiré, donc non, il n'y a aucune sortie de balle, et c'était un match nul, quoi. C'était un match catastrophique, quoi, dans tous les secteurs. Drayas. Moi, je vais avoir une réflexion plus individuelle que celle qu'a eu Kata, parce qu'on a parlé. J'ai commencé par Marco. Marco qui nous a fait une frappe très surprenante de 25 mètres. Tout le monde a fait wow. Comme il n'en a jamais fait. Je l'avais jamais vu faire ça. Une frappe des 25 mètres, assez forte, assez flottante. Bon, après, elle est sur le gardien. Il l'avait fait une fois quand le goal de Bastia était à terre, blessé. Faut pas trop en demander. À part ça, t'as dit le mot, il n'était pas inspiré, mais au-delà de pas être inspiré, il a perdu bon nombre du duel avec la balle, ou tu sais, le petit Marco qui, quoi qu'il advienne, c'est impossible de lui récupérer la balle. Quand il se faisait presser, il a perdu la balle, mais de très très long. Il avait un client en face, Valverde. Oui, mais normalement Marco est un client pour ne pas perdre la balle. Le client pour ne pas perdre la balle. C'est-à-dire que, si tu veux, on est en train de nous défendre que Marco est le meilleur milieu de terrain. Pourquoi ? Parce qu'il a cette qualité-là, qu'il est impossible de lui prendre la balle. C'est même sa première qualité. Et sur sa première qualité, il a été défaillant il y a 2 jours.
Sans mais si tu veux, là, les lignes étaient tellement resserrées de Madrid, ils étaient tellement implantés dans notre camp qu'au final. Tu peux prendre le Marco quand on était contre Barcelone il y a 3 ans. Quand tu peux prendre Marco Verratti, sa qualité, même des fois, il nous faisait des frayeurs. Au début, on avait des sueurs froides quand il s'amusait à faire ses gris-gris dans la défense et il la perdait jamais. Non, mais là, c'était vraiment, genre, il fallait vraiment être bien sûr, mais Marco niveau extraterrestre pour résister à cette pression. J'ai déjà vu des Marco, mais après, qu'ils ne trouvent pas de solution de passe, c'est une chose, ça c'est un débat. Mais par contre, qu'ils perdent la balle individuellement parce qu'il est plus capable de la protéger, c'est quelque chose qui n'est pas commun chez Marco Verratti et qui mérite d'être nommé. Ensuite de ça, non, mais enfin, ok, tu peux ne pas être d'accord, mais c'est... Non, mais je suis d'accord. C'était pas un bon jour pour lui. Après, il avait des conditions. C'était un très très mauvais jour pour lui. C'est pas que c'était pas un bon jour, c'est que c'était un très très mauvais jour. Ensuite de ça, Gay, il y a rien à dire parce que c'est un mec, il a fait une récupération sur le terrain, sinon il courait, ça servait à rien. Et on va terminer par celui que moi j'ai trouvé le moins incohérent des trois, Marquinhos, qui pendant un quart d'heure offrait quelque chose, puis ensuite de ça, qui s'est mis à courir nulle part parce qu'il y avait nulle part où courir. Qui était le seul en train d'essayer de faire quelque chose, mais qui doit quand même être condamné parce qu'il a un jeu avec ballon qui normalement est très sûr, avec un nombre de transversales important, et il en a trouvé juste... Donc, déjà, il en tente très très peu, et les quelques-unes qu'il tente, il les rate toutes. Donc, je vais leur poser la question que j'avais posée au dernier podcast. Seb avait dit non, Kata avait dit oui, mais je vais surtout la poser à Kata. Est-ce que ce milieu est viable ? Là, dans les conditions actuelles, il est pas viable. Donc, je reviens sur ta. Non, mais là, vu s'ils sont dans le seul espoir, c'est de les revoir quand ils sont un peu plus en forme physiquement. Là, tu avais un Marquinhos. Après, je suis bien obligé de défendre un peu les idées. Non, mais je dis juste, là, on avait un Marquinhos qui, entre les deux trêves, était genre nul. Genre vraiment nul à tous les matchs. Verratti a pas été bon et Gay a servi à rien là. Mais après, c'était le plan de jeu. Donc, en fait, ce milieu-là, il est viable si on a le projet de jeu qui va avec, quoi. Ouais, mais tu vois, par exemple, quand tu dis la forme physique, j'ai vu beaucoup de gens sur Twitter dire « Ouais, mais Gay, il revient de blessure, et puis qu'il revient de blessure, il est pas bon. » Le mec a été absent 10 jours, ça fait 6 matchs. Au bout d'un moment, tu l'excuses pour un match, pour 2 matchs. Tu peux plus, au bout de 6 matchs, dire que c'est à cause de sa blessure. On est d'accord ? Non, mais après, physiquement, il est pas à sa forme optimale, quoi. Il est à 100% prêt physiquement. J'ai l'impression que ce milieu, il a un espèce de totem d'immunité et il va pouvoir faire un nombre de sous-performances avant qu'on se pose des questions. Ça commence à s'imposer depuis ce match. Et on a vraiment du mal à remettre en cause ce milieu, alors au fond, si on réfléchit, ça nous a apporté des certitudes sur quoi ? Sur 3-4 matchs. Et 3-4 matchs contre des équipes malades. Et on s'est construit des certitudes dessus. Moi, le premier, j'ai dit, tiens, il y a peut-être quelque chose sur laquelle travailler, mais avec le bémol, attention, les équipes en face, elles étaient malades, mais fondamentalement, ce milieu, même quand il a été éliminé au pic de sa forme contre une équipe qui était cohérente, n'a jamais été bon, n'a jamais été rayonnant, et on va continuer à leur trouver des excuses. Marseille, c'est Herrera. C'est Herrera. On va continuer à leur trouver des excuses, des raisons, etc., pour justifier leur performance. Il y a un moment où il faut regarder les choses en face. Ce milieu n'apporte pas satisfaction, quoi. Après, je mets juste un petit bémol. Genre, ce milieu-là, Verratti, Gay et Marquinhos, en fait, il n'a pas fait tant de matchs que ça, en fait. Ouais, mais il a fait le match du Real, mais au final, à part le match du Real, il fait quoi comme match ? C'était quand même le milieu qui a apporté satisfaction et qui rapportait des... Je suis d'accord, mais après, il ne faut pas non plus le mettre sur le dos des contre-performances qu'on a vues, alors qu'en fait, les trois n'étaient pas alignés ensemble. Moi, je me souviens de matchs de demi-finale de Ligue des Champions que des mecs jouaient sous infiltration parce qu'ils étaient blessés et ils font le match de leur vie. Tu vois, en fait, donc le fait de ne pas être en forme alors que tu joues le Real, chez le Real, et que tu n'es pas capable de faire ça, c'est qu'il y a un problème. Et c'est pas seulement le fait de ne pas être en forme, c'est pas vrai. Alors là où je défends un peu Kata, c'est que le problème, c'est que ces joueurs sont très monotaches tous. Et donc, du coup, quand ils sont pas à 100% de leur capacité physique, il n'y a rien derrière. Mais c'est pas normal. C'est pas normal puisque tu peux jamais être à 100% de tes capacités physiques. Et quand on a comparé ce milieu-là, j'ai vu après le 3-0 on a comparé au milieu de Liverpool. Et non, ça n'a rien à voir. Le milieu de Liverpool, ils savent faire beaucoup plus de choses. Oui. Enfin, après... Bon.
Mais c'est pareil, on a l'habitude de s'enflammer sur un bon match. Ça y est, on a fait le truc. En fait, Non, mais après, le truc qu'il faut, enfin, que je me répète, hein, mais après, ce milieu-là, en vérité, il faut pas lui non plus lui voir des contre-performances qu'il n'y a pas eu, parce que là, il y a une contre-performance. Après, sur les autres matchs, c'était pas ce milieu-là. Hein. Bruges au Parc, c'est pas ce milieu-là Contre qui? Bruges au Parc des Princes. Bruges au Parc des Princes. Si, c'est celui-là. Contre le Real, c'était pas ce milieu-là, le match aller? Le match aller, oui. Ah, oui. Oui, bah oui. Mais pour moi, c'est un match référence pour moi. Mais... Non, mais Bruges au retour, c'est bien ce milieu-là. À l'aller, c'est Herrera, mais au retour, c'est bien Marquinhos, Verratti, Gay, et ça avait été pas bon du tout. Ouais, après, c'était quand Gay revenait tout juste de blessure. Ouais. Enfin, après, tu vas me dire qu'on lui donne une excuse, mais là, quand même, on peut... Oui, là, c'était son deuxième match de reprise. Là, je te rejoins. Mais après, Tuchel, il l'a fait, je pense, un peu pour entériner le fait que... pour bien faire comprendre que c'était son milieu type et lui donner de la confiance après. Et aussi parce que Herrera était blessé, c'est vrai. Oui. Herrera a surtout été un pour Bruges, ouais. A été un choix, hein, Herrera. Hein. C'était parce qu'il y avait des blessures, parce qu'il y avait machin, oui. il y avait des trucs. Herrera n'a jamais été aligné par choix. Non. Dans la tête de Tuchel, Herrera était le remplaçant de... Tu es en train de remettre en cause le milieu Marco Gay, mais c'est le milieu qui est le choix, qui a été annoncé comme étant le choix, qui a été annoncé comme étant Eureka, j'ai trouvé la solution, mon milieu c'est celui-là. C'est le milieu référence, à défaut d'avoir fait des matchs référence, c'est le milieu référence du début de la saison quand même. Hein. Après, pour moi, pour moi, c'est le milieu logique au niveau des qualités individuelles des trois, quoi, parce que... Pour moi, il n'y a pas de milieu logique dans le football. Pour moi, il y a un milieu qui se dégage pour l'avoir montré sur le terrain. Et pour l'instant, c'est un milieu qui a été intronisé. C'est un milieu qui a été intronisé comme étant la réponse alpha des milieux de foot depuis la création du football. Mais en aucun cas, c'est un milieu qui a été remis en cause. C'est un milieu où les mecs ont dû se battre pour gagner leur place. Leur place, elle leur a été donnée par leur statut ou par leur truc ou par des convictions. Mais quand est-ce qu'on a vu ce milieu? Quand est-ce qu'on a vu Herrera ne serait-ce qu'aligné par choix, alors qu'Herrera très souvent a apporté satisfaction quand il était là? Quand est-ce qu'on a vu ne serait-ce que tenter de mettre Sarabia à la place de Gay? Ne serait-ce que pour voir. Quand est-ce que... Mais je suis d'accord avec toi. On a vu Draxler récemment, et encore, j'ai des doutes là-dessus, mais peut-être tu as raison, mais on a vu Draxler récemment, mais Draxler revenait de blessure, et Draxler a été aligné parce qu'il fallait faire tourner ce milieu-là. Parce qu'il fallait reposer. Mais encore une fois, Draxler, alors qu'il a été bon de match, il n'a pas été aligné par choix. Après, mais après, je suis d'accord avec toi, Drayas, mais après, Tuchel, lui, il fait ses choix. Après, c'est possible que toi, tu sois pas d'accord avec ça, mais lui, il est dans sa logique. Peut-être, mais pour moi... moi, je pense pas que tu puisses... Tu peux critiquer ses choix, mais en fait, je comprends pas qu'on puisse critiquer la démarche. Je critique la notion même de choix. Pour moi, un bon coach ne fait pas un choix comme ça. Pour moi, un bon coach place des joueurs, etc. Et c'est les joueurs qui gagnent leur place. Et le choix s'impose par les performances des joueurs. Parce que tu les as mis en concurrence et le choix s'impose. Mais pour moi, tu ne commences pas une saison en disant « Ah, bah le choix, c'est ça ». Parce que quand tu commences une saison en disant « Le choix, c'est ça », premier effet, c'est que, 1, tu tues la concurrence, et 2, tu installes des mecs dans un fauteuil, et tu vas avoir du mal à leur demander des trucs derrière. Et pour moi, le simple fait de raisonner comme ça, pour un coach, c'est une erreur fondamentale. Mais et après, tu dis qu'il raisonne comme ça, mais moi, après, je peux dire que Tuchel, il raisonne pas comme ça. Peut-être qu'il se dit que les trois ont fait un bon match contre le Real, et à ce moment-là, ils ont gagné leur place. On peut réfléchir comme ça aussi. Non, ils étaient installés depuis le début. Gay était appelé du cœur des supporters. Marquinhos était la création de Tourelle, etc. Et Marco était le joueur inamovible. Et c'est pas vrai. Mais Marco, à juste titre, c'est le joueur inamovible, vu sa saison dernière où c'était homme de base. Et Marquinhos, il n'y a pas d'autre solution, il n'y a que Paredes. Donc, c'est logique. Il était 6. Si, il y a a priori des solutions, il y en a d'autres, hein. Mais elles n'ont pas été essayées. On en parlera tout à l'heure, mais on verra ce que fait Tourelle après ça, mais ça ressemble. Pour moi, il va en tirer des conclusions. C'est une erreur. On verra. Il y a 2 ans, le milieu tourne en Verratti, Rabiot, Draxler. Après, une contre-performance à Milik qui avait complètement volé en éclats, on l'avait plus revu. On verra ce que fait Tourelle maintenant de ce trio. Ça va être intéressant de voir ses choix. On va passer maintenant, avant les entrées, aux attaquants. Donc Mbappé, Di Maria, Icardi. Kata, ton avis sur le trio d'attaque?
Mbappé, c'était celui qui a été le plus dangereux. C'était celui qui était le plus dangereux en duo avec Meunier sur le côté droit. Après, je sais pas, j'ai pas vraiment compris pourquoi il avait changé de disposition entre Di Maria et Mbappé. Peut-être parce qu'il voyait que en fait, Tuchel, Di Maria était en grande difficulté et que on n'arrivait pas à le trouver. Mais au final, Di Maria, il a continué dans son match qui était mauvais et n'a jamais été trouvé derrière la ligne de pression du milieu. Donc voilà, c'est un match. Et Icardi, je crois qu'il n'a pas eu beaucoup de ballons touchés, il n'a pas du tout pesé sur la rencontre, mais ça c'est habituel chez lui. Donc là, en fait, les Di Maria et Icardi, qui étaient un peu les piliers de notre début de saison, en fait, ils ont été mauvais individuellement. Globalement, techniquement, tous les joueurs ont été mauvais par rapport à ceux du Real. Ça, on le voyait très bien dans les prises de balles, les passes. C'était très mauvais techniquement et on n'a pas eu de leader technique chez nos attaquants qui aurait pu être Di Maria ou Mbappé. On n'a pas eu on avait une absence de leader technique. Et voilà, donc mauvais match pour Di Maria, qui n'a pas joué ce rôle-là. Et voilà. Di Maria, je ne vais même pas en parler, c'est évident, il a fait un de ses pires matchs au PSG, je pense. Il n'y a pas grand-chose à en dire. Par contre, sur les deux autres, moi, j'ai envie de défendre Mbappé et envie de critiquer Icardi. Pour Mbappé, c'est celui qui... Paris a été bon pendant 3 minutes. Hein. On a fait 3 bonnes minutes dans le match. Bien rentré, et l'homme de ces 3 minutes, ça a été Mbappé. Ensuite de ça, Mbappé est celui qui s'est procuré des occasions. Il y a des gens qui disent qu'il aurait pu faire des passes, mais je ne suis pas d'accord. Je suis pas d'accord sur les quelques actions en l'occurrence. Moi, je ne l'ai pas du tout trouvé personnel ou individuel. C'est celui qui a essayé de proposer. Et d'une manière générale, on peut pas lire la performance des attaquants sans lire la performance du milieu quand le milieu est à ce point défaillant. Quand la balle arrive aussi peu devant, et les quelques fois où elle arrive dans tellement de mauvaises conditions que c'est très difficile de juger les attaquants. Et ensuite de ça, Icardi, il ne faut pas oublier qu'il obtient un penalty qu'il normalement il aurait dû obtenir. Et voilà. Après, là où il m'a déçu, c'est qu'il a été à aucun moment capable d'imposer le jeu sans ballon, le jeu dos au but face à Ramos. Et orientation, il en a fait une. Orientation, il est dans ses standards. Par contre, dans le jeu dos au but, il a été complètement défaillant et il s'est complètement fait bouffer par Ramos. Et pour le reste, il a fait, lui et Mbappé d'ailleurs, les deux ont fait des efforts défensifs. Di Maria, il a servi à rien. Mais que ce soit Mbappé ou Icardi, les deux ont fait des efforts défensifs. Les deux ont été là pour l'équipe. Et donc, il a été vraiment décevant dans le jeu sans ballon. Mais après, en face, il avait un client qui s'appelle Ramos. C'est pas forcément évident de s'imposer dans le jeu dos au but avec Ramos derrière soi. Et il a obtenu un penalty, c'est-à-dire qu'il a presque fait son travail. Donc j'ai un peu envie de le défendre, même si j'ai envie de le critiquer. Et Mbappé, j'ai envie de le défendre. Je trouve qu'il s'est fait pourrir et de manière un peu injustifiée. C'est un peu le nouveau bouc émissaire. Voilà, c'est là sur ce match-là, surtout avec quand on voit les quelques ballons qu'il a pu toucher. Le principe du foot, c'est de commencer à créer un temps d'avance avec ton milieu, et qu'ensuite de ça, d'avoir des offensifs qui transforment ce petit temps d'avance en un grand temps d'avance. Quand tu as un milieu qui te passe la balle avec toujours un immense temps de retard, tu es condamné à l'exploit individuel. Mbappé a essayé de faire, il n'a pas réussi, et en plus il a marqué un but, un peu chanceux et un peu grâce à Varane et Courtois, mais je trouve que les critiques le concernant sont très dures sur ce match. Moi, il y a un truc qui me subjugue avec Di Maria depuis des années, c'est qu'il fait toujours, comme dans les grosses affiches, il fait des matchs allés où il est flamboyant, c'est l'homme du match, et des matchs retour où il est complètement transparent. C'est assez marrant. Il faudrait le titulariser à l'année et le mettre sur le banc au retour. Peut-être. On l'a fait au Barça, le 600, ça n'a pas suffi, il est rentré. Ça n'a pas changé grand-chose. Il ne faut peut-être pas le faire rentrer du tout. On va passer aux entrants. Donc Neymar qui a joué la seconde mi-temps dans ce nouveau système en 4-2-3-1, et Draxler et Sarabia. Kata. Draxler a pardon. Tout à l'heure, je commence jamais. Je vais bien commencer. Si je voulais que tu commences sur la question d'après, c'est pour ça. C'est pas grave. Pour les réactions d'après-match, c'était pour toi. Il commencera la question après. Neymar, que dire, il est là sur le but, mais à des années-lumière de ce qu'on peut attendre.
une nonchalance plus que coupable. Alors elle s'explique avec le niveau physique, avec le fait qu'il soit pas en forme, mais on attend infiniment mieux d'un joueur qui a été payé autant et qui est appelé à être le sauveur d'une équipe. Il l'a clairement pas été. Bon, qu'est-ce que dire de plus sur Neymar? Et ensuite de ça, bonne rentrée de Draxler. Draxler qui a perdu 2-3 duels défensifs, ça c'est l'aspect inquiétant, mais sinon il a toujours proposé, il a cherché des solutions. Sur le deuxième but, il est là à le créer, il est là à la fois à l'avant-dernière passe et à la première frappe avant que ce soit Sarabia qui mette la deuxième frappe. Sarabia, il est absent justement lui aussi défensivement, il est absent sur le deuxième but pour aider Meunier. Mais à côté de ça, une attitude positive, une manière d'aller vers l'avant et un but marqué. Et c'est pas immérité en fait que ce soit lui qui le marque, à la fois déjà par son attitude sur le terrain et pour la petite histoire dans sa relation avec Tourelle. Ça m'a fait plaisir. On a un histoire qui sortait une très bonne perf contre Lille par ailleurs. Kata, ton avis sur les trois qui sont Draxler, c'était à l'image de ses rentrées donc, et de ses matchs, parce que je crois qu'il a été titularisé, non, Draxler? Contre Brest et contre Lille, ouais, vous l'avez été plutôt bon. Ouais, non, franchement, je trouve que moi qui étais beaucoup critique envers Draxler, je trouve que il est vraiment intéressant. Après, à voir quelle place il va avoir dans peut-être cette refonte de l'effectif, du 11 en tout cas. Mm-hmm. Et Sarabia, en fait, on retient surtout son but et aussi la contribution défensive. Donc les deux ont rééquilibré l'équipe sur les ailes. Et le dernier entrée, c'était qui? C'était Neymar. Ah oui, Neymar, j'avais oublié. Toute une mi-temps. Ah oui, Neymar, pas en forme physique. On l'avait déjà vu contre Lille. Pas en forme physique, pas de respect pour le football, pas de respect pour ses coéquipiers. Son action amène le but, mais bon, je trouve que c'est un peu honteux ce genre de. C'est un peu honteux ce genre de rentrée. Ça me fait penser à Pastore quand il était rentré. Oh là là. Non. Ça... Je retire. On censurera au montage. non, mais ça me fait penser à Pastore que j'aime bien, mais quand il était rentré au match retour contre le Real, oui. Tu vois, bon, tu sens que c'est ok. Je veux dire, le match, on est dans le dur, mais c'est une entrée de touriste, quoi. Enfin, quelque part, c'est une entrée de touriste. Après, je doute pas que le joueur, Neymar, il avait la volonté et tout d'aider l'équipe, de faire des trucs, mais il est pas prêt. Genre, c'est pas possible de faire ça. Il driblait, il perdait la balle en plein milieu, il se replaçait pas. Enfin, on est où en fait là? Ok, bon. Il a l'excuse pour le coup, lui, il a l'excuse du physique, mais il faudrait pas que ça dure. Non, mais c'est pas une excuse. Je veux dire, au bout d'un moment, tu sais de quoi tu es capable de faire. Enfin, tu sais ce que tu es capable de faire en tant que dribbleur, tu sais l'accélération que tu as, les trucs que tu as, tu te jauges. Bon, tu fais l'erreur une fois, après, tu vas pas tenter des trucs impossibles. Après, je pense pas là-dessus. Là-dessus, je pense pas. Je pense qu'un dribbleur est un dribbleur et il continue d'essayer jusqu'à ce que ça fonctionne, même quand il n'est pas capable. Moi, je pense pas. J'ai jamais vu des dribbleurs qui se disaient ah mince, je suis un peu moins physique. Après, à son crédit, il remonte sur le second but, il est dans la remontée de balle. Ouais, puis sur les deux buts, il est là. Non, mais c'est un peu du hurrah football. C'était un peu des otaries, comme a dit Martinelli sur le point. Non, mais on peut pas, c'est pas sérieux, quoi. Ok, bon, on va passer maintenant à l'après-match. Et même si Dreyas a fait sa diva en voulant prendre la main, je vais quand même lui redonner la main parce que c'est une question pour lui qu'il voulait. Les réactions donc de Tourelle, Leonardo et Verratti surtout. Dreyas, les réactions de ces trois protagonistes. Non, et puis il y a la réaction de Sarabia qui va mettre en parallèle avec la réaction de Verratti. J'ai pas entendu celle de Sarabia. Pourtant. Déjà, on va faire le topo sur les réactions de Tourelle et de Leonardo. T'es toujours là, Kata? Ah oui, c'est bon. Oui. Non, c'est juste qu'il y a eu Skype qui m'a fait un truc bizarre. Oui. Ah non, c'est Kata. Oui. C'est Kata qui écrit, c'est pas Ok, Skype. d'accord. C'est bizarre. Ok. Tu dois partir, c'est ça? Dans 15 minutes. Ouais.
Ok, Bon, on d'accord. finira à 2 au pire. Ok, voilà, au pire, on De toute façon, finira. on en a fait le gros. Tourelle, ils sont distribués le rôle good cop, bad cop. J'ai l'impression qu'ils sont parlé entre temps, dans le sens où Tourelle était celui qui critiquait le plus le match. Leonardo a dit on n'a pas bien joué, mais en même temps, on a fait match nul. Alors que quand nous on était bons, eux ils sont pris 3-0. Quand eux ils sont bons, nous on se prend 2-2. Ensuite de ça, Léo a eu une phrase mythique le Paris Saint-Germain est à crédit vis-à-vis de l'arbitrage. Voilà, ces deux réactions-là, j'ai pas tellement envie d'en parler, il n'y a pas grand-chose à dire. Par contre, la réaction de Marco Verratti, elle est juste ubuesque, elle est hallucinante. Tu te rappelles ce qu'il a dit? Non, mais juste voilà, on est sur la bonne route. On progresse, on va vers. On a réussi à faire match nul. On a montré de la personnalité. Voilà. On a montré du caractère, il a dit. Après, il y a quelque chose de vrai, c'est-à-dire qu'il y a quelque temps, le Paris Saint-Germain, un match pareil ne se relève jamais. Jamais il peut envisager le 2-2. Là, on a pu l'envisager. C'est Navas qui sauve tout. Mais on a quand même pu l'envisager. Mais le fait d'avoir à ce point aucun recul sur son match est hallucinante. Et quand on regarde la réaction de Sarabia, elle est tout autre. On va retenir le caractère qu'on a montré à 2-0. On n'a pas bien joué du match, on a etc. Et ce que j'ai envie de mettre en avant en parlant de ces deux réactions-là, c'est qu'on a le petit nouveau qu'on n'écoute pas, qui a un commentaire qui est objectif, et encore une fois, le cadre, et c'est ce qui va retenir, et c'est la problématique avec le Paris Saint-Germain, c'est cette espèce d'auto-persuasion de ça va bien, c'est vrai que ça vient souvent de notamment mis en place par les cadres, les Silva, les Marco Verratti, etc., qui sont écoutés, qui sont repris, qui sont les supporters disent amen to that, mais non, parce que ce genre de déclaration, c'est plus que coupable. Après un match comme ça, les seules déclarations que tu dois avoir, c'est des déclarations type de Sarabia. Mais Sarabia, c'est le second couteau qui parle. À l'époque, tu avais Mota qui parlait bien, notamment, bizarrement, Mota n'était pas écouté. Là, Sarabia parle bien, il ne sera pas écouté, et c'est Marco Verratti qu'on va retenir, et petit à petit, les gens vont finir par se souvenir de ça. Et c'est une des problématiques du Paris Saint-Germain, c'est l'incapacité à la remise en cause, l'incapacité au regard objectif sur ses performances. On a le droit de rater un match, Par contre, est-ce qu'on a le droit de ne pas être capable de le nommer? Ça, c'est beaucoup plus discutable. Keta, tu veux réagir là-dessus? Non, je suis dans la même lignée que Drayas. C'est que, bon, après, Verratti, il fait pas un bon match. Après, à sa décharge, il a quand même fait les efforts. Il a montré une certaine abnégation quand les 4 de devant ne revenaient pas. Lui, il était quand même au charbon avec Marquinhos. Donc, on peut comprendre un peu cet aspect-là où il dit sur la deuxième mi-temps qu'ils ont montré du caractère, parce que c'est vrai que c'est une équipe qui a souffert. Il y a des cadres qui ont quand même souffert, ils n'ont pas lâché l'affaire. Après, je pense le côté où c'est un peu ridicule, c'est 4,2 expected goals. Nous, on a des buts qui viennent de nulle part. Même 2,2. On a 2,2 en expected goal. Ah ouais. C'est surprenant sur ce match. Je les trouve pas non plus, on en parlait tout à l'heure. C'est pareil, t'as 27 frappes pour Madrid, mais t'en as 12 pour le Paris Saint-Germain. 12 en fait, on peut dire que sa communication est pas bonne. Oui, je crois qu'on peut le dire. Mais justement, c'est la communication des joueurs du Paris Saint-Germain dans son ensemble, et de ce qui ressort, et de ceux que tu entends le plus, c'est des cadres, et surtout des cadres. La communication des cadres au Paris Saint-Germain est ultra défaillante. Après, la communication qu'on retient plus sur cette soirée, c'est quand même celle de Leonardo, où il a aplani les choses, et il a donné un peu une note un peu plus... Espérons, ouais. C'est vrai qu'il le fait. Plus optimiste. Après, je pense que voilà, personne n'est dupe. Oui, et dans son de ce match-là. Bon Kata, on va te lancer sur la prochaine question. Et maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que tu peux tenter quelque chose de nouveau? Quoi? Comment? Alors, tenter quelque chose de nouveau. Alors, ce qui est un peu compliqué, c'est que on peut se dire, bon, on va repartir sur une copie blanche et on va faire un système où on va gommer certains défauts et mettre l'accent sur certaines choses. Mais il y a un problème au PSG, c'est qu'on a des contraintes avec certains statuts. C'est-à-dire que on a déjà les 4 fantastiques qui posent problème. C'est pas si évident de faire une équipe équilibrée avec des contraintes comme ça. Donc moi, en fait, ce qu'on a vu en fin de match du Real, c'était pas mal avec Neymar en 10, Mbappé en 9, avec Sarabia et Draxler qui sont en milieu offensif, qui défendent.
avec un double pivot Marquinhos Verratti. Mais ça, est-ce que c'est pas impossible de voir ça? Parce qu'au niveau des statuts, moi je vois mal. Enfin, je sais pas, vous en pensez quoi? Vous voyez Tuchel dire bon bah ok, Neymar et Mbappé on les laisse devant, mais Icardi et Di Maria c'est sur le banc et je vais mettre Draxler, Sarabia. Vous pensez que c'est possible ça ou pas? Piqué. Bah, déjà, ça, pour moi, tu peux le contrer en laissant les statuts devant et en touchant aux statuts qui sont importants au milieu. Après, dans la durée, c'est dur de passer Neymar et Mbappé, et c'est dur pour Non, Icardi et Di Maria mais de sortir. je pense que Neymar à son meilleur niveau et qu'on a vu un ersatz de Neymar, faut espérer parce que sinon, de 50 millions pour ça fait cher. Mais je pense que ouais, Neymar sera bien meilleur et ça sera utile. Et pareil, Mbappé, c'est pas. Mais c'est juste travailler sur le milieu et tu peux faire des trucs. Toi, Seb, tu changes de milieu. Tu fais quoi Bah, maintenant contre Monaco? moi, non, moi j'ai beaucoup aimé ce qu'a proposé Max 17 sur Canal Supporter. C'est un 4-4-2. Alors après, il met Di Maria sur le banc, mais pour moi, c'est absolument pas choquant de mettre Di Maria sur le banc. C'est pour Monaco, hein, c'est pas sur le long terme. Oui, mais c'est absolument pas choquant de mettre Di Maria sur le banc. Voilà, mais puis même, tu peux être puni après faire une prestation pareille. Et lui, ce qu'il propose, donc, c'est un 4-4-2 avec en ligne derrière Marquis, TS, Diallo et Bernat. Marquis arrière droit. Oui, Marquis qui sera arrière droit. Ouais. Marquis qui sera arrière droit, un milieu donc avec Verratti, Gay en point de basse et Sarabia et Draxler en ailier respectivement droit et gauche et une attaque Icardi et Mbappé. Et je trouve que c'est intéressant, ça permettrait de voir quelque chose. Et ensuite de ça, par rapport au jeu de Monaco, ça peut être intéressant d'avoir un jeu plus direct. En fait, ce serait un petit peu appliqué à Monaco, ce que Monaco faisait dans la grande époque de Monaco. C'est le principe de l'arroseur arrosé. Je trouve que c'est une compo qui serait très intéressante, qui a l'avantage à la fois d'être intéressante tactiquement, mais en plus de ça, par rapport à l'équipe adverse, mais en plus de ça, de mettre en avant, de mettre en valeur les joueurs qui méritent d'être mis en avant par rapport aux prestations récentes et de punir ceux qui méritent d'être punis par rapport aux prestations récentes. Et sur le moyen terme? Sur le moyen terme, je ne sais pas, parce qu'effectivement, comme disait Kata, il y a des problématiques de statut à respecter. Tu as au moins 3 des 4 offensifs, des 4 formidables que tu es obligé de mettre. Mais sur le moyen terme, en fait, si tu veux, pour l'instant, c'est impossible de déterminer quelque chose qui se dégage. Ce que j'aimerais voir, en fait, c'est un coach qui essaye des choses, qui prend des risques et qui tente des trucs, notamment au milieu. Pourquoi pas revenir au 4-3-3 en changeant complètement le milieu et voir ce que ça donne? J'en sais rien. C'est en faisant des tests et en essayant des choses que peut-être se dégageront des lignes qui feront que peut-être tu serais capable d'imaginer une composition qui pourrait être cohérente sur le moyen terme. À l'heure actuelle, vu la manière avec laquelle l'effectif a été utilisé par Tourelle et vu l'absence de choix qu'a fait Tourelle, tu ne peux que imaginer un truc qui casse tout, un peu comme ce que propose Max, pour ponctuellement faire un coup. Mais tu es incapable de te projeter à moyen terme parce que tu n'as juste aucune référence pour essayer d'imaginer autre chose. Kata, avant que tu partes, une dernière petite question. Le moyen terme, c'est aussi le mercato d'hiver. Si tu devais cibler 3 profils, tu prendrais qui? Pas en termes de plus de profils. Alors la transition est parfaite parce que moi j'allais justement, je voulais parler de ça en fait du mercato parce que au final c'est une option qui nous permettrait de rester dans la même structure mais en renforçant certains postes. Par exemple, moi je verrais peut-être Emre Can par exemple en 6 qui peut. Alors c'est pas la panacée, hein, c'est pas un joueur extraordinaire mais c'est un 6. Il peut faire un peu ce que fait Marquinhos, peut-être en un peu mieux et en un peu plus maîtrisé. On parle aussi de Alan. Alors Alan, moi, j'étais pas fan parce qu'on avait déjà on avait déjà Herrera et Gay. Mais au final, est-ce que Alan, ça peut pas être une plus-value Enfin, ça peut pas être un upgrade à Gay? J'ai du mal à imaginer Alan et Emre Can en fait. Pour moi, c'est l'un ou l'autre, mais les deux. Bah, du coup, t'aurais un peu Emre Can dans le rôle de Marquinhos ou de Casimiro, et t'aurais Alan dans le rôle de 8, un peu comme Gay et Valverde. Quoi. Dans ce cas-là, tu te retrouves encore une fois avec un milieu, avec 3 milieux bas et aucun qui est capable de se projeter un minimum. Quoi. Bah, Alan, il est capable de se projeter avec un peu plus de qualité technique que Gay. Quoi. Il est capable de se projeter avec ballon, sinon il est plus dans le harcèlement. C'est pas un milieu Milinkovic-Savic qui va être un vrai box-to-box et pouvoir être une vraie valeur ajoutée. Ouais, après, Milinkovic-Savic, déjà, je pense que ça serait très compliqué de l'avoir cet hiver.
Après, Milinkovic-Savic, je suis désolé, je veux pas doucher Il n'y a ton pas de optimiste et référence. tout, mais c'est pas non plus un joueur qui a des références On parle de extraordinaires. profil, On parle de profil, Lui, là. créateur Oui. de terrain, en gros. On parle de profil. Bah, oui, après moi, oui, non, mais je vois ce que tu dis en termes de profil, mais tu vois, un peu pour remplacer Verratti, et bah, tu vois, ce joueur-là, c'est des joueurs qui sont bien installés dans leur club, qui sont assez précieux, et je pense pas que ce sera très facile d'avoir accès à ce genre de joueurs au mercato d'hiver. On parle vraiment de profil, en fait. Ouais. Non, mais je sais ce que tu veux dire. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Tu veux un profil un peu à la Pogba ou Savic, ou même peut-être Arthur Melo, ou Oui, peut-être. voilà. Oui, voilà. Je vois ce que tu veux dire, mais ce genre de joueur, au mercato, d'hiver, je pense pas que tu auras accès à ce genre de joueur. À part si Zidane, il veut libérer Modric et qu'on récupère un Modric. Peut-être, hein, c'est peut-être possible hein, que tu vois, s'il fait venir Rakitic, pour moi, pour moi, Rakitic, on est sur du Herrera amélioré. Quoi. Ah Pour non, moi, Rakitic est beaucoup plus haut que Herrera. Bah, moi, je trouve pas dans ce qui. Peut-être avec le FC Séville à sa grande époque, mais avec ce qu'il fait pour le Barça, c'est un porteur d'eau, c'est un mec. Voilà, c'est un mec, il fait ce que fait Herrera, mais un peu mieux, quoi. Et pour moi, c'est pas un joueur qui pourrait prendre. Et quel autre profil, du coup, à part, Un troisième. Kane Si tu et peux faire Alan? une troisième recrue, ce serait dans quel poste? Alors, bah, il nous faut forcément un arrière gauche pour faire souffler Bernat. C'est surtout à droite. Non, mais à droite, oui, mais à gauche, on n'a personne. Non, mais je suis d'accord qu'à droite, c'est des bras cassés, hein, mais à gauche, si tu veux, il n'y a personne. C'est-à-dire, c'est zéro, quoi. Il y a Kurzawa, il est plus dans. Donc, moi, je prendrais peut-être. En opportunité, il y a pas 36 000 trucs. Donc, peut-être aller sur un De Sciglio, là, qui peut jouer à droite et à gauche. C'est du court terme, mais au moins, au niveau d'effectif, ça te résout deux problèmes d'un coup. Puisqu'il peut jouer à gauche et à droite. Enfin, ça te résout pas le problème à droite, parce que t'as pas bah, d'upgrade du poste. Moi, grosso modo. Après, Marquinhos, ça peut être un upgrade du poste indirectement. Ah, ça oui. Moi, pour répondre à cette question, moi, je récupère deux milieux et un arrière droit. Arrière gauche, je me fais une raison et je prends le risque. Et arrière droit, parce qu'il y a vraiment personne, il nous en faut un. Et je récupère deux milieux, à la fois un milieu, voilà, un Emre Can, ce serait très bien. Et ensuite de ça, un 8, un vrai box-to-box qui est capable d'être bon avec le ballon et qui est capable de se projeter et d'être bon devant. Et voilà, donc deux milieux et un latéral droit. Et latéral gauche, je prends le risque. On se démerde avec, je sais pas, il y a Bernat et c'est vrai que derrière il y a personne, quoi. Mais Typiquement, tu prendrais Rakitic, Emre Can, et en arrière droit, tu prendrais qui? Oui, ça, c'est la je sais question. pas, parce qu'en plus, moi, mes connaissances footballistiques sont plus limitées. Alors, moi, Vas-y, Pascal. mais c'est vrai qu'un air droit, il n'y en a pas beaucoup sur le marché. Moi, je prends aussi deux milieux, je prends un latéral gauche, parce qu'à droite, on a quand même trois joueurs à ce poste, à gauche, on en a qu'un. Mais tu prends qui? On veut des noms, là. Il faut se mouiller, là. Alors, le problème, c'est que De Silva, je ne prends surtout pas. C'est un joueur qui apporte aucun upgrade. C'est un mec qui est défensivement et correct sans plus. Et c'est un mec qui, entre 200 matchs pro, doit être à un but et 4 passes D. Bon, les stats ne veulent pas dire grand-chose. Mais bon, quand même, quand tu es un latéral, les stats offensives, quand en 200 matchs, tu ne fais que 4 passes D et un but, c'est que tu n'apportes pas grand-chose. Si c'était un prêt, pourquoi pas? Pour une courte durée, mais 25 millions, non. De milieu, je prends Emre Can, je suis d'accord là-dessus. On est tous d'accord. Et en 8, il y a deux options qui sont différentes, mais c'est une question d'opportunité aussi. Il y a deux options. C'est Arthur qui est au placard à Barcelone. Tu penses qu'il est au placard à Barcelone? Moi, je n'ai pas trop suivi Barcelone. Il ne joue plus du tout, il n'est plus dans le groupe parce que Messi n'en veut pas, c'est ce qui se dit. Ah ouais? Ouais. Ah ouais? Lui, c'est le joueur magnifique, quoi. C'est un joueur magnifique qu'il faut prendre, quoi. Lui, il est super bon. Et tu as un joueur dans un profil très différent qui a un 8-10 qui est en fin de contrat, si tu peux l'avoir à 10 millions, qui est Eriksen. Mais Eriksen, je pense qu'il attend le Real, il attend que. Mais bon, je pense qu'il va se faire une raison, parce que si Zidane il reste dans cette dynamique, il ne pourra pas être viré. Et du coup, Zidane, il veut Pogba, en fait. Donc... On ne sait jamais sur une opportunité avec Léo qui se glisse. Surtout que Léo a clairement annoncé la couleur en disant que pour cet hiver, il recherchait un milieu créatif. Il n'a pas dit lui-même, mais la presse dit que Léo... Il a une déclaration. Il y a une déclaration Léo où il disait que pour cet hiver, un milieu créatif, ce serait bien pour renforcer l'équipe. Ça me semble. Ouais, mais tu vois, ce genre de milieu créatif-là, il n'y en a pas beaucoup sur Arthur, ça serait une super recrue. Moi, j'y crois pas du tout en hiver. Hein.
C'est pas un 6. Non, je disais à Seb pensait qu'Arthur était plus un 6. Je dis que c'est un 8 complet. Non, mais ça, il ressemble à Verratti, quoi. Dans le profil, il ressemble à du Verratti, du Xavi, quoi. Peut-être un peu plus costaud athlétiquement que Verratti, mais bon, on est un peu sur le même genre de joueur, quoi. Au Brésil, en sélection et dans ses clubs, il le faisait. Après, au Real, au Barça, pardon. C'est un jeu différent. Bon, on verra. De toute façon, ce sera une question d'opportunité. On ne va pas pouvoir régler nos problèmes. Mais Arthur Melo, s'il vient, moi, j'y crois pas, mais du coup, là, tu aurais une vraie concurrence pour Verratti, puisque là, c'est un vrai joueur qui peut jouer dans les mêmes zones du terrain et dans le même registre. Qui est en fin de contrat. Il y a Azaguirre dont on parle beaucoup aussi. Araguiz, ouais. Araguiz. Après, je sais pas ce joueur. Il a déjà 30 ans, pas vraiment de référence. Ça peut être dans le profil, hein, mais je me mouille pas, je connais pas du tout. En gros, dans l'idée, moi je veux 2 latérales et je veux un arrière droit. Quoi. De milieu. Peut-être la surprise Pogba. Ouais, non. Ça paraît difficile d'y croire. Bon, allez, un petit prono pour Monaco, Qatar. Monaco, je verrais bien en 3-1. Seb. Pareil, Paris va essayer de se venger et Monaco n'aura pas forcément les armes pour répondre. Quoi qu'il faut se méfier de Monaco parce qu'ils sont dans une bonne dynamique, ils sont en train de bien revenir. Non, pas du tout. Non, ils étaient dans une bonne dynamique, mais là, ils restent sur 2 défaites, dont une contre Bordeaux où ils menaient 1-0. Ok, d'accord. Bon, je vois bien un 3. Mais en plus, Slimani est suspendu. Ouais, Slimani est suspendu. Donc moi, je dis 2-0, parce que sans Slimani, ils ont du mal à marquer. Je vais dire 2-0. C'était la minute Nabil Djelit. Ok, on verra ça. Merci à vous deux. Merci à vous, et puis merci aux auditeurs. Ouais, merci aux auditeurs, et on espère qu'on reviendra un peu plus positif les prochaines fois, mais après ce podcast, c'était un peu compliqué. J'y crois pas non plus, mais on espère. Il faut là, le pessimiste est de je dois faire mon rôle de présentateur, merde, pour boucler. Pardon. Espérons un miracle, on peut allumer des cierges à l'église, ça coûte rien. Bon allez, à bientôt les auditeurs, à bientôt à vous deux. Ciao tout le monde. Au revoir à tous.